Salut à tous et bienvenue pour ce 178e numéro d'Hors-Jeu Capital. J'allais dire un podcast historique presque, avec la journée qu'on a passée hier. Évidemment, il y a un tas de sujets sur lesquels on va revenir, de Di Maria à Mbappé, en passant par l'avenir du club et tous les futurs changements qu'il va y avoir au Paris Saint-Germain. Avant de débriefer cette folle et dernière journée de Ligue 1, je vais vous présenter mes camarades du jour. Tout d'abord, Nicolas Puravo. Salut Nico, comment tu vas? Hola chicos, ça va? Ça va bien? Ça sent la belle référence. Ça va bien. Bon, t'as le sourire, ça fait plaisir. Je crois qu'on a tous le sourire aujourd'hui. Ah bah oui, on a le sourire. On a passé un samedi assez sympa et puis ça s'est prolongé tard dans la nuit. Donc non, c'était une journée qu'on n'est pas prêt d'oublier, je pense. C'est clair. Notre deuxième camarade du jour, il fait partie de la famille Paris United. C'est l'auteur du dernier livre sur la politique et le football. Je suis désolé, Jean-Baptiste, tu peux rappeler le titre de ton livre? La République du foot avec Clément Perrin. Mais oui, c'est ça, la République du foot. Ah bah, tu vois, pour me faire pardonner, tu vois, je l'ai toujours à côté de moi, c'est mon livre de chevet. Voilà. Je suis encore sous l'émotion de la prolongation d'Mbappé, ne m'en veuillez pas. Et notre dernier camarade, évidemment, c'est coach Yacine Hamned. Salut Yass, comment ça va? Salut à tous, ça va. Ah, t'es heureux toi aussi, hein? Et toi, je suis heureux, mais pour d'autres raisons, mais je vais les expliquer après. Parce que... Ouais, dès qu'on peut mettre un taquet au Real, ça te donne le sourire. Et c'est vrai, comme l'a dit Nicolas, ça faisait longtemps, très très longtemps qu'on n'avait pas vécu une journée comme ça. Je pense que la dernière fois où on était peut-être aussi excités, c'était peut-être 2007 et l'arrivée de Neymar et d'Mbappé et notamment sur le feuilleton Neymar, pardon. Donc c'est vrai que ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas passé une journée aussi folle. Messieurs, si vous le voulez bien, avant de parler du dossier Mbappé, c'est ce qui va nous occuper quasiment tout le long du podcast. On va parler 5-10 minutes d'Angel Di Maria, de ses adieux au parc hier. Beaucoup d'émotions. On a vu les larmes de l'Argentin sur le terrain. Il quitte le Paris Saint-Germain après 7 années de fidèles et loyaux services avec je vais essayer de pas me tromper dans les chiffres. 92 buts pour l'Argentin, 112 passes décisives en 7 ans de présence au club. Il est recordman notamment des passes décisives. Messieurs, la question que je vous pose à tous les trois, et on va peut-être commencer par JB, qu'est-ce que vous retiendrez du passage d'Angel Di Maria au Paris Saint-Germain? Et puis, j'imagine qu'hier, vous avez vécu aussi une soirée pleine d'émotions. Moi, Fidéo, c'est simple, c'est deux choses. C'est le seul joueur avec lequel il n'y a jamais eu d'histoire, d'extra sportif, en tout cas rien qui est marqué. Et puis c'est lui torse nu sur le balcon du parc qui regarde les ultras les bras en croix. Le reste, c'est formidable, c'est super, mais c'est moi ce qui reste en tête. Voilà. C'est un romantique, JB, c'est un romantique. Même question, Nico. Qu'est-ce que toi tu vas retenir du passage d'Angel Di Maria et comment tu as vécu sa dernière hier sur la pelouse du parc? Tu sais, moi j'ai pas de cœur, donc je l'ai vécu avec pas mal de recul. Donc non, je retiendrai que ça a été un très bon joueur, un bon soldat, irrégulier malheureusement, avec des longues périodes de disparition totale. Donc il y a un peu de frustration quand on fait le bilan, mais il y a aussi, comme tu l'as montré, des statistiques et un record de meilleur passeur de l'histoire du club qui ça ne peuvent pas être contestés. Donc ça a été un joueur que j'appréciais beaucoup avant qu'il vienne à Paris, que j'aime toujours autant, mais bon, on n'en est pas non plus au point de lui faire une statue, ni de lui prolonger encore son contrat d'1 an. Voilà, ça a été une belle histoire avec lui, elle s'est plutôt bien terminée hier. Je trouve que voilà, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Très bien. Nico, je passe à Yacine Hamned qui, je crois, Nico, est pas loin d'avoir la même pensée que toi. C'est ça, Yass. Quand j'écoutais Nico, je me disais, je crois qu'il nous manque un jeune de 18-20 ans dans le podcast, en fait, pour faire la balance, parce que, en fait, on ressent la même chose, mais il y a sûrement l'âge qui joue. De toute façon, tu peux pas
tu peux pas aimer de la même façon des joueurs quand tu as 20 ans et quand tu as 45 ans. Ça, c'est comme ça. Après, moi, je rejoins Nico. Le problème, c'est que on est dans un foot médiatique. Je vais pas être trop dur parce que bon, c'est la fête. Il finit bien. Voilà, les gens étaient contents. Donc, je vais pas être trop dur aujourd'hui. On en reparlera peut-être dans un podcast un peu plus tard quand on fera un vrai bilan. Non, mais en fait, c'est ça le truc. C'est que, évidemment, qu'il y a des coups d'éclat. Vous connaissez mon amour pour les stats. Mais moi, je veux bien que ce soit le meilleur passeur de l'histoire du championnat, enfin, de l'histoire du PSG. Mais je veux dire, quand tu centres et dans la surface pendant une première saison, tu as Cavani et Zlatan. Quand la deuxième saison, t'as Cavani. Quand la troisième saison, t'as Mbappé, Cavani, Neymar. Je veux dire, à un moment donné, c'est quand même pas non plus l'exploit du siècle d'être le meilleur passeur du PSG. C'est quoi cet argument? Mais non, c'est pas un argument, ça. C'est pas un argument, ça? Bah, il a la chance d'avoir de vrais attaquants qui mettent des buts sur ses passes. Mais les passes, il faut les faire, il faut les réussir, Yacine. Je te dis pas. En fait, c'est ça le problème, c'est que je suis pas en train de minimiser, mais on va se calmer. Je veux dire, 111 passes décisives en 7 ans. Dans ton discours, c'est l'impression que tu donnes. Ah non, mais bah écoute, de toute façon, s'il y en a qui le prennent comme ça, tant pis, ce sera pas grave. Ça me dérange pas plus que ça. Évidemment que c'est plus facile quand tu es dans une équipe qui marque 99 buts par saison, qui domine, qui marche sur le championnat pendant 7 ans. Je veux dire, à un moment donné, les chiffres, faut se calmer. Moi, c'est comme quand on me dit à un moment donné qu'il y a des joueurs qui marquaient 63 buts en championnat d'Espagne. Évidemment, quand tu gagnes 12-0, 9-0, je veux dire, tu vois, voilà, toujours les chiffres, faut un peu les tempérer. Bref, écoute, moi, j'ai un peu moins de trucs positifs parce que, comme l'a dit Nico, il a des passages à vide qui sont énormes. Oui, il est bon. Dans les très bons matchs du PSG, il a été bon. Et très bon. Maintenant, c'est vrai qu'Yacine, quand il se démarque, c'était souvent en Ligue des Champions. On se rappelle de son but à Manchester, l'égalisation au Parc face à Naples. Et après, évidemment, qu'il n'a pas tout réussi, tu as raison. Le match contre Barcelone, le 4-0, il est très bon aussi. Exactement. Mais en fait, dans les mauvais matchs du PSG, il t'a jamais permis de t'en sortir. Non plus. Tu vois ce que je veux dire? Oui, en fait, ce que tu dis, c'est il a jamais, par exemple, à lui tout seul sauver un résultat ou tirer l'équipe vers le haut. C'est dans ce sens-là. Mais c'était peut-être pas non plus son rôle aussi, Yass. Non, mais je dis pas. Moi, après, c'est le constat que je fais. C'est pour ça qu'après, je comprends le débat qu'il y a. Moi, pour moi, par exemple, il fait pas partie de la légende. J'ai parlé avec beaucoup de gens, notamment, par exemple, des mecs du Club des 5 avec qui j'échange, puisque je suis là-bas aussi. Pour certains, il fait partie de la légende du PSG. Voilà, c'est là où j'explique que c'est toujours comment on vit les choses, comment on les ressent, l'émotion que le joueur te donne aussi. Voilà, il aura marqué l'histoire du PSG, ça, on peut pas le contester. Voilà. Vous êtes d'accord avec lui, Nico et JB, sur la notion de légende du club? JB? Moi, je suis d'accord dans le sens où c'est la question que je me posais quand t'as lancé ça, c'est la trace qu'il va laisser. Si on doit choisir 20 joueurs, pour moi, il n'est pas dedans. D'accord, ok. Alors que tu regardes les stats, tu te dis, il devrait y être. Mais il n'est pas dedans. Émotionnellement, il n'y a pas ça. Et puis en termes de déterminant sportif, il n'est pas aussi transcendant. Je pense qu'un Pastore, dans l'imaginaire collectif du supporter du club, il reste davantage. Alors qu'en termes de stats, il a des années-lumière. Et que, en termes sur Pastore, il y a eu quelques. C'est vrai que sur les réseaux, il y a eu aussi ce débat. Et après, peut-être que Pastore aussi, comme il est à l'origine du projet, c'est le premier transfert médiatique. Et puis il a aussi. Voilà, c'est aussi un joueur élégant. Et voilà, on sait qu'à Paris, on aime ce type de joueur. Nico, pareil, j'imagine. C'est surtout que Di Maria, c'est un joueur qui est assez lisse d'une manière générale. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui ne fait pas parler de lui hors du terrain. Quand il joue, enfin voilà, c'est un bon soldat, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un joueur qui rentre dans un collectif. Quand ça marche bien, il est souvent effectivement bon. Et puis pour le reste, c'est pas quelqu'un effectivement qui peut. Enfin, moi, c'est pas un joueur qui m'a créé autant d'émotions qu'effectivement qu'un Pastore, évidemment. C'est complètement différent. Après, il faut pas non plus minimiser le coup des stats. Oui, je suis d'accord dans l'absolu avec Yacine que c'est plus facile de faire une passe décisive quand tu as Ibra à la réception d'un centre que Valère Germain, c'est évident. Mais à côté de ça, il faut quand même les réussir, les centres, les passes, il faut les délivrer aussi. Donc, on peut pas tout minimiser non plus par rapport à ça. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un joueur qui aura laissé sa trace au PSG parce que déjà cette saison, c'est pas anodin aujourd'hui dans un club. Il a fait partie des belles victoires, il a aussi fait partie des belles fessées. Donc voilà, c'est un joueur qu'on n'oubliera pas, mais c'est évidemment pas, comme je disais, un joueur qui mérite non plus une statue devant le parc. Faut pas non plus. Si on commence à faire une statue pour Di Maria, il va falloir acheter des terrains autour parce qu'il va falloir beaucoup de statues autour du parc dans ce cas-là. Juste un dernier mot. Pour bien expliquer ce que je dis sur Di Maria,
j'ai dit la même chose quand je discutais avec mes amis. Je dis la même chose sur Valdo, c'est-à-dire que Valdo, on nous l'a fait passer pour un énorme tireur de coups de pied arrêtés. Pas de problème, tu vois. Mais je veux dire que quand à un moment donné, tu as Alain Roche, Comboiré et Ricardo qui vont dans la surface, Georges Weah, bon, si tu frappes le coup franc à peu près bien dans la bonne zone, tu as de grandes chances qu'il y en ait un des quatre qui finisse par la prendre de la tête. Et c'est ce qui se passait à l'époque, tu vois. C'est là où, encore une fois, c'est pas minimiser. C'est expliquer que c'est toujours plus facile quand tu as certaines caractéristiques dans ton équipe. Rappelez-vous l'époque de Ricardo, Roche et tout. Valdo, il mettait des corners, les mecs, ça arrivait dans tous les sens. Il y a une fois sur deux, ça finissait au fond. Donc, c'est ça que j'explique, tu vois. Encore une fois, c'est pas minimiser. Voilà. Ouais, tu contextualises le chiffre et t'as raison. Voilà. Oui, on a bien compris que tu détestes entre elles et j'invite d'ailleurs tous les haters à l'insulter sur les réseaux. Voilà. Merci. Voilà, je rigole. On a compris, Yacine, la nuance de ton propos. Avant de clôturer le débat Di Maria, petit quiz en une seule question. Est-ce que vous vous rappelez à qui Di Maria a fait sa première passe décisive au Paris Saint-Germain? Lavezzi à Monaco. T'en as d'autres? Ah non, mais je sais pas si Yacine sans doute l'avait. Très beau but en plus. L'ouverture a été belle et la reprise de Lavezzi, elle était magnifique. Un des seuls buts où Lavezzi était sobre en plus. Ouais. Et d'ailleurs, Angel Di Maria, ce jour-là n'est pas titulaire. Il rentre sur le terrain et quelques minutes après, il délivre sa première passe décisive. Bravo, messieurs, vous avez une très très bonne mémoire. Mais ça, je n'en doutais pas. Bon, je crois qu'on a tout dit sur Angel Di Maria. On va pas faire tout le podcast dessus. Évidemment, on lui souhaite bon courage. Il semblerait que son destin soit du côté de la Juventus Turin. Aujourd'hui, on devrait en savoir un peu plus. Il n'y a rien de fait, mais tout le monde parle de la Juve pour Angel Di Maria. Merci Angelito et à bientôt. Et on va maintenant passer au dossier Mbappé. Alors, on va essayer de mettre dans les choses dans l'ordre chronologique. Parce que ces 15 derniers jours, ça a été un peu les montagnes russes, le dossier Mbappé. Il y a une semaine, ce que je peux vous dire des infos que nous on avait, il y a à peu près une semaine, 10 jours, au PSG on n'était pas encore très 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 serein, mais la tendance avait commencé un peu à s'inverser, c'est-à-dire que avant, le clan Mbappé avait renoué les contacts avec le Paris Saint-Germain, mais dans le même temps, le Real Madrid était très très confiant. Ça s'est joué vraiment en fin de semaine. Jeudi, Kylian Mbappé a eu les deux dernières propositions faites par le Real Madrid et par le Paris Saint-Germain. C'est là qu'il a eu les deux dernières offres et qu'il a donné sa réponse. Donc lui, son choix, il a été fait jeudi. Il en a informé les décideurs du Paris Saint-Germain. Et puis tout s'est accéléré dans la journée de vendredi où les infos commençaient à sortir, que ce soit en France ou en Espagne. Et puis samedi, on a appris qu'il avait signé le nouveau contrat, donc une prolongation de 3 ans jusqu'en 2025. Et on a appris aussi qu'il avait envoyé un texto à Florentino Pérez pour lui informer de sa décision, de ne pas rejoindre le Real Madrid et de rester à Paris jusqu'en 2025. En tout cas, il a prolongé jusqu'en 2025. Voilà pour le contexte. Messieurs, première question. Est-ce que c'est un soulagement pour vous? Est-ce que vous y croyez encore? Comment vous avez pris la nouvelle quand vous avez senti que ça sentait plutôt bon? On va commencer par Nico. Alors, est-ce que j'y croyais encore? Non, je vais pas changer, je vais pas retourner ma veste aujourd'hui. Moi, j'y croyais pas depuis un an. Je crois d'ailleurs, Nico, que dans le dernier podcast, tu continuais à être assez sceptique. C'était pas des infos. Hein. J'ai pas joué à l'insider qui sortait des infos de nulle part. Je donnais juste mon avis. Effectivement, je n'ai jamais imaginé une seule seconde que Mbappé allait rester à Paris et prolonger, surtout 3 ans. D'ailleurs, même un an, j'y croyais pas. Donc, soulagé. Non, même pas du soulagement du coup, parce que je m'étais fait à l'idée qu'il partait. Donc plutôt une bonne surprise. Content de voir que tu vas garder celui qui est actuellement le meilleur joueur du monde. Je pense qu'aujourd'hui, même s'il y a plein de choses à dire sur ce dossier, sur la manière dont ça s'est fait, sur les chiffres qui circulent, sur la manière dont le club se comporte vis-à-vis de lui, il y a plein de critiques à faire, je pense. Mais après, enfin voilà, si on prend un tout petit peu d'objectivité, un peu de recul, quand tu gardes le meilleur joueur du monde du moment, tu ne peux qu'être content. Donc ça m'a fait très plaisir. Et puis c'est pas bien de le dire, mais je crois que je suis presque
plus content de voir la clim qu'il a mis à tous les Madrilènes qui nous font chier depuis un an à nous mettre des photos d'Mbappé avec le maillot du Real sous tous les posts qu'il met. Dès que tu parles d'Mbappé, tu as tous les Madrilènes de la Creuse, du Poitou et du PACA qui débarquaient, qui te cassaient les couilles avec ça. Donc hier, ça a été un vrai plaisir de ressortir tous les tweets qu'on avait gentiment gardés. Et puis, encore une fois, voilà, moi je vous le dis, je faisais partie de ceux qui annonçaient son départ. C'était mon avis. Donc, mea culpa absolue sur de m'être trompé, j'en suis ravi. Et puis, voilà, maintenant on va voir comment ça va se mettre en place, parce que je pense que tout ce qui s'est passé là, c'est super, mais il va y avoir quand même de très très lourdes conséquences sur le club. Je ne sais pas si on mesure encore vraiment tout ce qui peut arriver, mais en tout cas sur l'annonce et sur cette scène hier au parc, ouais, plutôt pas soulagé encore une fois, mais juste content de voir que Mbappé restait à Paris. Même question, JB, de ton côté, est-ce que tu as toujours été quand même optimiste au vu des dernières informations ou, comme la plupart, dont Nico, tu étais sceptique au vu non seulement de l'élimination prématurée du PSG en Ligue des Champions, mais aussi la suite, la brouille avec les supporters, etc. Il y avait quand même quelques indices qui nous laissaient penser qu'il était quand même quasiment impossible pour Mbappé de rester, puis finalement il est resté, JB. Moi, j'ai envie de vous dire que je l'ai toujours espéré, sans avoir vraiment d'autres informations que ça. Après, on voit aussi le poids d'un État derrière un club. On voit aussi que ça dépasse de très loin le cadre du sport. Je suis d'accord avec Nico sur le fait que là, il faut profiter du transfert, mais on est parti pour une réorganisation complète du club. On a Leonardo qui a été démis de ses fonctions, a priori. Vraisemblablement. Ouais, on va en parler juste après. Ce qu'on voit, c'est que le PSG, c'est plus qu'un club. On l'a vu avec ce transfert. Après, il faudra qu'on s'interroge aussi sur le storytelling façon LeBron James, avec The Decision qui arrive une dizaine d'heures avant la clôture de la dernière journée. On sent que le match du club, il est quand même improvisé parce que Nasser est là, il y a le podium, etc. Mais c'est quand même assez cheap. Bon, est-ce que c'est la marque d'un grand club que de structurer ça comme ça? Non. Est-ce que de garder le meilleur joueur du monde, c'est la meilleure nouvelle de l'année pour le PSG? Mais évidemment, bordel, quoi. Pour le reste, Inch'Allah, on verra ce qui se passe. Moi, je kiffe. Ça marche, j'y vais. Yas, toi, qu'est-ce que tu as pensé qu'est-ce que tu en as pensé? La prolongation, la manière dont ça a été fait, dont ça a été annoncé, comme vient de le dire JB. Et surtout, est-ce que tu étais plutôt pessimiste toi aussi sur ce dossier, ou pour toi, tout était ouvert En fait, je crois que ça dépendait du jour où tu m'interrogeais. Ouais. Le lundi, je pouvais te dire, ouais, je suis partagé, je pense qu'encore c'est possible. Le mardi, je pouvais te dire, ouais, laisse tomber, en fait, c'est mort. Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, des contradictions, voilà. Moi, franchement, j'avoue, j'ai été vraiment gavé par ce cirque. Pour moi, c'était ridicule. Voilà, à un moment donné, ça devenait ridicule. Donc, en fait, j'en ai un peu rien à foutre. Mais par contre, franchement, je rejoins Nico sur la fameuse clim, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui, pour moi, viennent se mêler à ça. Il y a déjà le fait qu'on entend partout que le Real, ça se refuse pas, etc. Apparemment, ça se refuse. Comme le Barça, ça ne se quittait pas pour le PSG, apparemment, ça se quitte aussi. Ça me fait rigoler parce qu'en fait, quand tu analyses les choses avec un peu plus de profondeur, les mecs viennent te parler d'institutions, etc. Pas de problème, on va même pas discuter le palmarès du Real, l'histoire du Real, etc. C'est pas du tout la question. On est en 2022. L'institution, je vous le dis honnêtement, il n'y a plus d'institution, ça n'existe plus. Voilà. Il va falloir être clair. C'est les joueurs qui ont le pouvoir et ils font ce qu'ils veulent. Et à un moment donné, quand il y a une proposition, que ce soit le Real, le Bayern ou qui tu veux, il y a l'oseille qui rentre en ligne de compte et arrêtez de nous casser la tête avec les institutions et tout. Parce que le Real, c'est pareil, on va juste citer Bale et Hazard et on va s'arrêter là. Donc, en fait, ça me fait rigoler parce que c'est un peu la réécriture de l'histoire, tu vois. Gary Lineker, il a dit, je comprends que Mbappé prolonge, les supporters du Real sont pas contents, mais en même temps, eux, quand ils ont passé des années à prendre les meilleurs joueurs, c'est eux qui ont inventé presque ça, le Real. Et quand ils ont passé des années à prendre les meilleurs joueurs en mettant des chèques, ça dérangeait personne en fait. Et aujourd'hui, on vient t'expliquer que c'est pas normal, le Qatar et ceci et cela. Sauf que c'est l'histoire du football en fait. Les plus riches, ils ont toujours acheté les meilleurs joueurs en posant des chèques sur la table. Donc, c'est plus ça qui me fait rire et qui me réjouit parce que, en fait, aujourd'hui, finalement, tous les clubs, si tu as de l'argent,
Tu peux avoir n'importe quel joueur. Il n'y a plus d'histoire de ah ouais, mais s'il est demandé par lui, on est mort. S'il est demandé, voilà, tout ça. La dernière chose, c'est qu'en fait, je vais être un petit peu naïf aussi aujourd'hui. Oui, l'oseille, il est intervenu, il n'y a pas de problème parce que malgré tout, c'est aussi la vie et c'est comme ça. Mais moi, je ne réduirais pas le choix d'Mbappé que à ça. Comme on peut le lire aussi sur beaucoup de tweets, des supporters, notamment alors, du PSG parfois, mais beaucoup d'autres clubs. Je ne le réduirais pas qu'à ça. Parce que j'ai vu un tweet passer, il y a un mec qui a écrit, je trouvais la phrase intéressante, donc on va la citer, je ne me rappelle plus de l'auteur, donc désolé. Mais au Real, il pouvait faire partie de l'histoire. Au PSG, il peut écrire l'histoire. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, ça peut jouer. Quand tu as envie d'être Mbappé, d'être le numéro 1, de marquer l'histoire du foot, évidemment que écrire l'histoire au PSG et remporter la première Ligue des Champions au PSG, bah oui, ce sera toujours différent que la 17e au Real Madrid. Mais c'est ce que je disais, tu sais, la semaine dernière, c'est ce que je disais. Je disais que quand je disais qu'il y avait un espoir pour Mbappé, et l'espoir, il était aussi de ce côté-là. C'est-à-dire qu'évidemment que sur rejoindre un club qu'on a déjà gagné 13, peut-être même 14 la semaine prochaine. Ça veut dire que tu as une liste de 250. Tu seras un joueur de plus qui aura participé à une énième Ligue des Champions. Au PSG, tu as tout à faire, tout à écrire, et tu seras le numéro 1. C'est-à-dire que tu seras le premier joueur à avoir emmené le PSG sur le toit de l'Europe. Donc évidemment, alors qu'à Madrid, ce sera le 257e nom de la liste, quoi. C'est ça. Vas-y, JB, tu voulais ajouter un mot là-dessus. Une chose, c'est que non seulement il écrit l'histoire du club, mais il peut avoir un vrai poids dans l'histoire sportive du pays. C'est-à-dire qu'il y a Paris 2024 derrière, et moi, on ne m'enlèvera pas de l'idée que c'est aussi associé à ça. C'est-à-dire que derrière, il sait qu'en restant à Paris avec un contrat jusqu'en 2025, d'abord, pour son actionnaire préféré, qui fait la Coupe du Monde en étant un joueur prendre des Qatar, et puis de l'autre côté, il y a Paris 2024. Et si on se souvient de Michel Platini qui ouvre les Jeux d'Albertville en 92, je serais pas surpris, moi, que dans les derniers porteurs de la flamme, il y ait Kylian Mbappé, sachant que c'est les Jeux qui s'organisent à Paris, mais aussi à Saint-Denis, que c'est un enfant de Bondy, et que pour le symbole d'une France qui a réinstallé Emmanuel Macron au pouvoir, bon, avec tout ce que ça implique, ça dit quelque chose. En tout cas, pour l'histoire des Jeux Olympiques, il est quasiment acté à 99,9% que dans son nouveau contrat, il y a forcément la clause où on l'autorise, parce que c'est un rêve de Kylian Mbappé de participer et de remporter aussi la médaille d'or avec l'équipe de France de foot aux Jeux Olympiques. Donc je pense que là-dessus, ils ont cédé, mais c'est pas la demande la plus folle du PSG de Mbappé, j'imagine. Donc c'est pas le fait de participer, c'est le fait de représenter quelque chose. Si le meilleur joueur du monde reste en France, que derrière, tu vas avoir la continuité que ça suppose, la médiatisation que ça implique, tu ne pourras pas faire l'impasse au moment de montrer Paris avec le meilleur joueur de Paris qui sera Kylian Mbappé. Tu vas avoir quelque chose en plus. Il va faire partie de l'histoire des Jeux. Et là, c'est plus la même dimension. C'est pas l'histoire d'un club. Ça dépasse de loin notre club. D'ailleurs, j'en profite que tu évoques ce sujet. On va faire une émission demain avec Jean-Baptiste et Vincent Chaudel où on reviendra sur les côtés beaucoup plus politiques, géopolitiques et économiques des dessous du transfert d'Mbappé. Donc, on vous donne rendez-vous demain pour une deuxième vidéo et là, ça sera vraiment axé sur la politique et l'économie. Quelques petites informations concernant le transfert de Mbappé. Moi, j'ai eu la confirmation directement. Une prolongation, pardon, tu as raison de me reprendre. Sur les dessous de la prolongation d'Mbappé, on a vu une information circuler ce matin, mais qui ne m'étonne guère. Et puis j'ai eu la confirmation après. Antero Henrique et Luis Ferrer, l'ancien recruteur du Paris Saint-Germain et l'ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain, ont bien participé aux négociations pour la prolongation d'Mbappé. Je rappelle que Antero Henrique et Luis Ferrer ont été très actifs en 2017 pour faire signer Mbappé au Paris Saint-Germain en provenance de Monaco. Et là, Doha ont demandé leur aide parce que vous le savez, on l'avait déjà répété que c'était compliqué entre le clan Mbappé et Leonardo. Et donc, Luis Ferrer et Antero Henrique ont donné un petit coup de main, pas qu'un petit, et c'est lui qui me l'a confirmé directement. J'aurai peut-être plus d'infos au cours de cette semaine. Donc voilà, ça c'était une petite information pour vous sur Mbappé. Je sais pas si tu avais réagi, Nico, si je t'avais donné la parole. Oui, c'est bon. Si, j'avais réagi, mais je vais quand même en remettre une petite couche. Moi, là où ça me surprend cette prolongation, c'est que j'entends tout ce que dit JB, son côté
côté symbolique de Paris 2024, tout ça, même si je pense quand même pas que ce soit aujourd'hui le critère même un des 5 premiers critères d'Mbappé dans sa décision. Là où moi je suis très étonné de cette prolongation, c'est qu'il y a un an, il voulait partir Mbappé. Il y a un an, la porte elle était fermée, mais il suffisait de l'entrouvrir, il partait à Madrid. J'avoue que c'est pour ça que je suis très étonné, c'est que ce qui s'est passé cette saison, je vois pas aujourd'hui ce qui a changé et qui a donné envie à Mbappé de prolonger. Parce que j'entends ce côté, j'ai envie d'écrire l'histoire du PSG, de gagner la Ligue des Champions, mais il faut être en mesure de la gagner. Et ce qu'on a vu cette année avec le PSG, c'est que le club aujourd'hui n'est pas structuré, n'est pas en position aujourd'hui de la gagner. Donc pour qu'il accepte effectivement de prolonger, alors il y a effectivement l'aspect financier, mais c'est ce que j'expliquais, je ne pense pas qu'entre gagner 30 millions à Madrid et 50 à Paris, ça change grand-chose à ces niveaux de rémunération. Franchement, moi je me trompe peut-être complètement, hein, mais pour moi, voilà, on est dans des sommes tellement colossales que je ne pense même pas que ça rentre en compte finalement. Et encore une fois, je suis peut-être très naïf. Mais il y a forcément eu derrière ça des promesses, des engagements, même peut-être des preuves que quelque chose de fort se mettait en place. Parce que Mbappé, il n'a pas prolongé au PSG pour être entraîné par Christophe Galtier, par exemple. Il n'a pas prolongé au PSG pour refaire une saison comme ça au niveau de jeu. Voilà, donc moi j'ai hâte, c'est pour ça que je vous disais, j'ai hâte de voir les conséquences de tout ça, je vais voir la suite, parce que ça me paraît tellement énorme qu'il ait changé d'avis, encore une fois. Le côté confort, il est bien à Paris, il veut pas se déplacer comme ça de son confort. Voilà, moi j'ai vraiment hâte effectivement de voir maintenant la suite, parce que cette décision vraiment m'étonne. Encore une fois aujourd'hui, je suis très content, mais je suis très très surpris. Ok, Nico, vous aviez, je ne sais plus qui a dit qu'il fallait se méfier des chiffres qui circulaient. Évidemment, les chiffres qui circulent, il y a tout et son contraire. Hein. Souvent des chiffres qui sont venus de la presse espagnole où on gonfle. Je crois que c'était Eurosport Espagne qui avait parlé d'une prime à la signature de 300 millions d'euros et un salaire net de 100 millions d'euros. Évidemment, les chiffres sont faux. En tout cas, ça ne peut pas atteindre ce genre de montant. Après, tu as des chiffres plus raisonnables. On parle d'une prime à la signature à 100 euros, 100 millions d'euros, pardon. Et 100 euros, ce serait un peu ridicule. C'est peut-être un pourboire pour Kylian. Voilà, je pense qu'il faudra attendre encore un petit peu pour avoir les vrais chiffres. Mais tout ce qui sort actuellement paraît un peu, ça paraît un peu tiré par les cheveux. Ça paraît un peu tiré par les cheveux. Autre question maintenant sur la prolongation de Kylian Mbappé. Nico posait les questions, qu'est-ce qui a pu lui faire changer d'avis? Il y a aussi le fait aussi qu'il faut, on va pas se le cacher, on parlait de remporter le premier trophée avec le Paris Saint-Germain, mais il y a aussi le fait aussi qu'il soit de Paris, qu'il est né à Paris, qu'il ait grandi à Paris. On sait aussi que depuis cette année, il a lié une très très forte amitié avec Achraf Hakimi. Ils sont quasiment inséparables. Alors évidemment, hein, ça vous fait peut-être sourire. C'est pas forcément l'amitié avec Achraf Hakimi qui l'a poussé à rester, mais il y a plusieurs choses en fait. Évidemment, il n'y a pas que l'argent. Et tu as raison, Yacine, de le dire, parce qu'encore une fois, nous les infos qu'on avait, c'est que les offres étaient sensiblement les mêmes. Donc après, on en reparlera avec Vincent demain, JB, sur la partie droit à l'image, où on va bien vous expliquer ce que c'est exactement, comment les clubs fonctionnent, comment c'est réparti au niveau des joueurs, etc. Je pense que maintenant, il faut parler de l'avenir. Il y a beaucoup d'informations qui sont sorties. La numéro 1, et c'est là-dessus que je vais vous faire réagir, c'est le départ de Leonardo. Donc ça a été sorti hier par la presse. Apparemment, le président Nasser lui a signifié que c'était terminé pour lui et pour son adjoint Angelo Castellazzi. Nous, on en avait déjà parlé, on avait déjà dit que ça sentait la fin et que de toute façon, on voyait mal comment il pouvait rester. Votre réaction sur le départ et sur le timing surtout, parce que ça a été très rapide, Jean-Baptiste. Hein. C'est arrivé en même temps que l'officialisation du transfert. Ça arrive à l'extrême fin de la saison. En général, on attend un peu. On attend que la saison se termine et on attend que tous les jours passent et c'est ce qui anime le mois de juillet. Là, ça arrive vite. C'est aussi peut-être une manière de reconstruire le club très vite, une manière de passer à autre chose et de profiter de la hype pour éviter qu'on l'entende trop. C'est peut-être aussi parce qu'il y a déjà quelqu'un de prévu.
On va en parler. J'ai sorti l'information sur le compte Twitter et j'ai annoncé, pas que moi évidemment, hein, je pense qu'on a tous eu la même info au même moment, l'arrivée de Luis Campos. On va en parler juste après, mais ça devrait être le prochain directeur sportif. Apparemment, c'est officiel. Oui, déjà ouais. Moi, je savais que ça allait être assez rapide parce que je l'ai tweeté tout à l'heure, un peu avant le podcast, j'avais eu l'info. Et et les informations qu'on a, c'est que ça s'est accéléré pour Luis Campos ces 4 derniers jours. Beaucoup de contacts qu'il y a eu ces 4 derniers jours entre le Paris Saint-Germain et Luis Campos. Vas-y, sur Leonardo. Je sais pas, déjà ça pose la question de l'héritage de Leonardo et on voit qu'on était à la fin d'un cycle et il fallait qu'il sorte. Et on a vu aussi tous les problèmes de Leonardo, c'est-à-dire son incapacité à vendre, le fait qu'il privilégie surtout ses réseaux, sans parler de ses intéressements, etc. Bon. Après, je trouve que ça va très vite. Parce que c'est la première fois au PSG qu'on balance et qu'on vire quelqu'un avant la fin du championnat en moins de 24 heures. Ça dit aussi que la décision, elle n'a pas été prise par Nasser, mais elle a été prise bien avant, bien plus haut. Et en général, quand ça fait ça, c'est que ça tranche à Doha et que ça redescend immédiatement. Ça veut dire aussi qu'il y a peut-être une tentative de reprise en main. Le nom de Luis Campos arrive vite. On voit aussi ce qu'il est capable de faire. On a vu ce qu'il a été capable de faire, notamment à Lille, à Monaco. À Monaco, surtout. Ouais. Voilà. Lille, il est quand même l'artisan du premier titre. Hein. Oui, mais en termes de comparaison, Monaco, ça se rapproche plus du PSG, c'était dans ce sens-là. Maintenant, ça laisse augurer aussi une réorganisation du club. A priori, il n'y a pas que Leonardo qui partirait. Il y a donc son adjoint, mais ça se réorganiserait aussi en interne. C'est-à-dire qu'on est peut-être à la fin de la guéguerre entre les services au club. Peut-être qu'on va avoir enfin un fonctionnement cohérent, ou alors on repart dans un truc où les joueurs ont le pouvoir. Et là, ça pose la question du vrai rôle de Luis Campos. Mais ça, j'imagine qu'avec Yacine, on va en parler une fois que Nico sera revenu aussi. Je me tourne directement vers Yacine, que tu connais bien le personnage Luis Campos. Hein. On rappelle que c'est à la base, lui, il s'orientait plus vers une carrière d'entraîneur. Hein. Donc il est de nationalité portugaise. Ensuite, il a plus été connu pour son rôle de scout. Il avait notamment collaboré en 2012 pour la saison 2012-2013 avec le Real Madrid, à l'époque où José Mourinho était l'entraîneur du Real Madrid. Ensuite, il a quitté Madrid pour rejoindre l'AS Monaco en 2013. Il était à Monaco lorsque Kylian Mbappé a explosé et lui aussi a eu son rôle à jouer sur le départ de Kylian Mbappé vers le Paris Saint-Germain. Il s'entend très très bien avec la famille Mbappé. Donc il a fait quand même du bon boulot à Monaco, puis ensuite il a fait quand même du bon boulot à Lille. Et aujourd'hui, Yacine vient de le dire pendant qu'on enregistrait, c'est officiel, il est le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain. Alors qu'est-ce que tu penses de cette piste? C'est un directeur sportif, Yacine. Je pense que tu devrais bien aimer parce que lui connaît le foot et ça a été notamment un très grand scout. Ouais, rapidement, je vais expliquer déjà comment il fonctionne parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu son recrutement, que ce soit à Monaco, mais que ce soit aussi à Lille, et qui se disent ouais tiens, il avait sorti des joueurs qui arrivaient de D2 turcs et qui faisaient des grosses saisons, il a ramené Osimhen et il l'a vendu 80, etc. En fait, c'est très simple pour faire court, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, Luis Campos, il a une équipe de scouts qui va avoir des matchs sur pratiquement toute la planète. Avec chacun une zone, et en fait quand il y a des joueurs qui sont listés comme potentiels, comme gros potentiel, il y a un deuxième scout qui va voir le joueur en question 5 fois, puis un troisième si c'est validé par le deuxième, et à la fin du troisième, suivant s'il reste un doute ou pas, il peut y avoir un quatrième, mais s'il n'y a pas de quatrième, de toute façon, alors à la fin du troisième ou à la fin du quatrième, Luis Campos va lui-même voir le joueur une dernière fois ou un ou deux matchs. Voilà. Évidemment, ça limite les erreurs, parce que quand tu as 3 personnes différentes avec chacun sa personnalité, sa sensibilité, etc., qui valident un joueur, bon, on commence quand même à être pas loin de pas se tromper. Donc voilà, ça c'est son système. Évidemment qu'il connaît le foot, évidemment qu'il connaît les vestiaires, évidemment qu'il connaît aussi beaucoup d'entraîneurs. Je rappelle qu'il avait été aussi approché par Tottenham notamment. Il y a beaucoup de clubs qui sont toujours renseignés sur lui. Il y a beaucoup de clubs qui font appel à lui et notamment à sa société pour avoir des fois des listes de joueurs, etc. Donc voilà, c'est quelqu'un de très respecté, qui a fait son travail. Enfin,
c'est pas quelqu'un qui est arrivé comme ça. C'est-à-dire il mérite ce qui lui arrive. Il a travaillé, il a monté sa structure, il a eu des résultats. C'est pas le hasard. Lui, il n'avait pas deux copains qui travaillaient quelque part et qui l'ont embauché, qui lui ont dit vas-y, voilà. Maintenant, moi, je suis tout à fait d'accord sur le profil, sur ce qu'il est. Il y a deux choses. Qu'est-ce que ça va donner au PSG et quelles vont être ses missions? Moi, je pense que ça peut être le parfait compromis. Parce que finalement, les gros joueurs, les Messi, les Neymar, les Mbappé, mais que tu mettes au Campos, Leonardo ou même moi, c'est même pas le travail du directeur sportif. Ça, c'est le travail des financiers qui vont négocier directement les contrats. Le directeur sportif, en vérité, au PSG, il est là pourquoi? Pour faire le tampon entre le coach et le vestiaire, régler ces problèmes d'ego, de comportement, tout ça, pour pas mettre le coach toujours en première ligne. Et la deuxième chose, c'est trouver des joueurs qui vont à un moment donné t'apporter dans une rotation au départ, mais qui vont se développer avec le club au milieu de ces stars-là. Voilà. Je prends un exemple rapide pour comprendre. À Lille, quand Lille fait Selik, qui joue en D2 turc, qui l'achète 1 million d'euros, voilà, c'est le profil type de ce que t'apporte un Campos. Un mec inconnu qui te coûte pas cher. Voilà, quand ils font Renildo, enfin, je veux dire, il y a plusieurs joueurs à Lille que tu peux citer. Si au PSG, on le laisse travailler et qu'on arrive en fait à créer enfin ce compromis entre les 4, 5, 6 stars qui font vendre, qui développent ton marketing, ton image, qui te donnent ta visibilité, et ces joueurs avec des profils un peu plus, entre guillemets, besogneux, mais qui vont progresser avec le club et qui vont arriver à 20 ans, 21 ans, 22 ans et qui vont se développer pour aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que le PSG va pas pouvoir non plus vivre sur le marketing des Messi et tout sur les 20 prochaines années. À un moment donné, le trading, ça fait partie du business d'un club. Après, Yass, on va y revenir, mais je pense qu'en même temps qu'il y a une refonte dans les différents services du Paris Saint-Germain, il y a aussi une volonté de changer la façon de travailler. C'est-à-dire Exactement. que peut-être qu'aujourd'hui, ils se disent bon, cibler une star, la payer 200 millions, c'est peut-être pas le bon modèle. Et c'est aussi pour ça qu'on fait appel à quelqu'un comme Luis Campos, qui a un réseau mais tentaculaire. Ce qu'avait aussi Antero Henrique, hein, mais ils se ressemblent un peu dans leur façon de travailler. Mais oui, tu as raison. C'est parce qu'il y a aussi une volonté de vouloir changer la manière de travailler. Et je peux vous donner une info, chose que le Paris Saint-Germain ne faisait plus ces dernières années, c'est qu'ils ont aussi décidé de regarder ce qui se passait en Ligue 1. C'est-à-dire qu'il risque cet été d'y avoir des recrutements de joueurs qui jouent dans les clubs de Ligue 1. On parle de Tchouaméni, même si on a dit que Tchouaméni préférait soit peut-être aller au Real Madrid ou peut-être en Première Ligue. Il semblerait qu'aujourd'hui, la tendance commence peut-être à s'inverser. Parce que l'arrivée de Campos change quelque chose dans la vision de Tchouaméni. Évidemment. Et en plus, quand on sait que Campos, il a encore beaucoup d'attaches à Monaco, que le joueur vient de Monaco, on peut dire que la piste est crédible, mais pas que. On parle aussi potentiellement, pourquoi pas, d'aller se renseigner du côté de Lens pour Fofana, qui est un joueur qui a fait une saison incroyable. Et puis il y a d'autres très bons joueurs de Ligue 1 qui pourraient peut-être intéresser le Paris Saint-Germain. Alors évidemment, c'est difficile de faire son trou quand on vient d'une équipe de Ligue 1. C'était pas forcément pour être titulaire, mais pour la rotation, pour donner du temps de jeu en Ligue 1, quand il y a des grosses échéances qui arrivent, notamment en Ligue des Champions, ça peut être intéressant. Donc là-dessus, tu as raison, Yacine. L'arrivée de Campos peut aussi faire changer la mentalité et la façon de travailler du Paris Saint-Germain. Vas-y, JB. Et il y a aussi une chose avec Campos qui va être intéressante, c'est que c'est un gars qui est capable de travailler avec plusieurs profils d'entraîneurs. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est que je suis d'accord avec Yacine, c'est-à-dire que le fait de le mettre là t'ouvre quand même beaucoup de perspectives en termes d'entraîneur. Alors évidemment, tu vas pas pouvoir avoir un manager général comme on le faisait en Angleterre il y a 10 ans, parce que maintenant ça se fait même plus en Angleterre, mais tu vas avoir la possibilité d'avoir plusieurs profils. Alors évidemment, ce sera pas un Galtier, mais c'est intéressant pour la suite. Là où avec Leonardo, tu savais que tu étais bloqué d'emblée. D'ailleurs, là on a avancé un peu le sujet, on a beaucoup parlé de Campos, je voulais d'abord qu'on parle du départ de Leonardo et faire aussi son bilan, donc on revient sur Leonardo. Yacine, je te laisse la parole parce que tu avais ouvert sur Campos.
Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est le bilan de Leonardo, son bilan quand il revient en 2019. Hein. On a déjà beaucoup parlé de son premier passage. Et puis après, tu me donneras ton avis aussi, JB. Ben, le bilan, malheureusement, il est plutôt négatif parce que on va pas tout balayer, encore une fois. Comme tout à l'heure pour Di Maria, on va pas enjoliver l'histoire à tout prix. Là, on va pas non plus dire qu'il a été horrible, dégueulasse et qu'il a servi à rien. C'est faux. Donc on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. C'est ça. Exactement. Je rêvais de placer cette expression. Par contre, évidemment, quand tu fais la balance entre le choix ou le non-choix, parce que est-ce que c'est vraiment lui qui a choisi Pochettino, etc. Donc, son poids dans non, le choix. C'est pas lui. Non, mais je sais. Justement, c'est pour ça que je dis ça. Donc, finalement, son poids dans le choix du coach. Les recrues de son premier mercato. Les relations tendues avec Tuchel quand il arrive. Et la gestion du vestiaire avec la fameuse bascule du fameux anniversaire sud-américain et l'altercation d'Avas. De l'autre côté, tu as le mercato de cet été avec Ramos, mais Ramos, malheureusement, le bilan, encore une fois, on l'a dit, hein, oui, super quand il est sur le terrain, mais le bilan, il est négatif de Ramos cette saison. Tu as Hakimi et Mendes, voilà, qui sont les bonnes pioches. Messi, encore une fois, comme je le dis depuis tout à l'heure, c'est que Leonardo, pas Leonardo. Messi, c'est Doha qui décide. Messi, c'est un peu comme quand tu fais venir Beckham. C'est le prestige. Sportivement, nous, tu te rappelles, Yassir, en début de saison, on a tout de suite dit que nous, c'était pas trop notre délire et que si on avait pu s'en passer, on était content parce que c'est Messi et tout. Mais si nous, on était décideurs, jamais on l'aurait pris. Voilà. Et Donnarumma, en opportunité de marché, entre guillemets, dans le sens où il était libre, dans le sens où il était jeune, même si ça a amené la gestion que tu as imposée à Pochettino. Voilà. Son bilan, il est globalement négatif. Et moi, j'ai surtout pas aimé, en fait, le Leonardo version 2, en dehors de ce bilan-là, de la communication horrible. Voilà. Pour moi, c'est le pire Leonardo. Parce que son premier passage, justement, il prend la parole au bon moment. Il sait quand est-ce qu'il faut recadrer certaines choses. Quand il revient, le début, je me suis dit, tiens, on a retrouvé le bon Leonardo, rappelez-vous, parce que pour moi, il y a eu un début intéressant, avant Dortmund, où il démine complètement le match, où il explique que le PSG est sorti des 3 fois en 8e de finale de suite, mais qu'on va se calmer, que tu ne peux pas décider la Ligue des Champions. Et finalement, ce match, il se passe bien. Et je me suis dit, tiens, il a trouvé le bon moment pour intervenir. Est-ce qu'il a retrouvé la flamme de la com? Bon, finalement, derrière, c'est une catastrophe. Ce qui était pourtant, tu l'as dit, hein, c'est vrai que c'était plutôt sa spécialité. C'était un bon communicant lors de son premier passage. Mais bien sûr. Justement, attends, je vais la parole à JB pour la communication, justement. Sur le plan de la communication, c'est vrai que lors de son premier passage, tout le monde a adoré Léo et on l'avait même regretté lorsqu'il avait eu sa suspension. On s'est tous sentis un peu orphelins parce que c'était quand même grâce à lui, c'est lui qui avait monté la première équipe, etc. Il avait réussi à trouver un bel équilibre dans le collectif parisien. Honnêtement, il a fait du très très bon boulot. Et par contre, à partir de 2019, il a parlé des quelques couacs de Leonardo, et puis il y a aussi les fameuses prolongations de Kurzawa, de Bernat, le fait qu'il n'ait pas réussi à retenir Tanguy Kouassi, que le PSG voulait absolument conserver, même si aujourd'hui il s'est un peu perdu au Bayern, mais peut-être qu'au PSG ça aurait été autre chose. Il y a eu la brouille avec Tuchel, plus encore la brouille avec Pochettino. On se rappelle des velléités de départ de Pochettino. Ça fait beaucoup. Et t'as oublié Michu Simons, entre guillemets, qui n'était pas prêt à prolonger ou à rester s'il était là. C'est vrai. Pour moi, Leonardo, il cristallise toutes les dérives de ce club et toute son instabilité. C'est-à-dire qu'il n'a pas été capable de clarifier la direction sportive et la ligne sportive du club. Il n'a pas été capable d'imposer une gouvernance claire et unique. Il n'a pas été capable de mettre fin à la République des joueurs, ou en tout cas de les circonscrire pour que l'entraîneur fonctionne. Il n'a pas réussi à recruter et surtout à vendre les joueurs qu'on lui demandait de vendre pour éventuellement soit désengorger le vestiaire, soit permettre aux gens qui étaient là de vraiment s'exprimer. Il n'a pas non plus servi la cause des entraîneurs en place, parce que mine de rien, Tourelle est réussi à l'extérieur, Pochettino réussira probablement à l'extérieur. Ça pose de vraies questions aussi, c'est-à-dire qu'il a beaucoup joué sa carte sur son deuxième mandat, là où sur le premier, il avait construit le projet. Là, on avait l'impression qu'il revenait dans un truc, il a remis du catch, je suis d'accord avec Yass, au début,
Et après, on a vu que le Leonardo énervé de son coup de pression, là, au moment où il met le coup d'épaule et il a sa suspension. On l'a retrouvé très tendu, maniant le off de manière tellement caricaturale qu'à un moment donné, c'était contre-productif. Et je l'ai trouvé moins protecteur, ce qui fait qu'au moment où on avait vraiment besoin de ses interventions, il n'était pas là. Et souvenez-vous, on a fait 2-3 podcasts là-dessus où on disait, on comprend pas, il est à contre-temps. T'avais l'impression qu'il couvrait pas. Et on voit le résultat aujourd'hui. Et si tu regardes le bilan sportif, c'est aussi le sien. Quand tu revois la réussite de nos anciens entraîneurs à l'extérieur, il y a un moment donné, le seul dénominateur commun sur les dernières saisons, c'est lui. Mais c'est vrai qu'avec entre le groupe et Leonardo, ça c'est vite, les relations se sont vite délitées. Tu as rappelé le passage en 2019 entre les deux matchs de Dortmund où les Sud-Américains avaient fêté leur anniversaire. J'ai raconté plusieurs fois l'anecdote et le lendemain au camp des loges, il leur a reproché ça. Ça s'est très mal passé. Il y a eu une petite empoignade avec Keylor Navas, mais le pire c'est que ça a continué à partir de là et comme tu l'as dit Yacine, et les informations que j'ai, c'est que jusqu'à la fin de saison, c'était très très compliqué entre quasiment la majorité du vestiaire, je vais pas dire tout, mais quasiment la majorité du vestiaire qui ne voulait plus de Leonardo. Et je peux vous dire même, je n'ai pas le droit de donner le nom, mais il y a encore la semaine dernière, il y a eu une grosse altercation entre un joueur important du vestiaire parisien et Leonardo. Quand je dis altercation, c'est altercation verbale, hein, pas une altercation physique. Donc ça s'est plutôt terminé en eau de boudin pour l'ami Leonardo. Et c'est vrai que voilà, les échos que moi j'avais sur son travail en tout cas, plutôt absent, une sorte de régime dictatorial. J'exagère beaucoup, mais si vous voulez, en 2019, quand Leonardo revient, à Doha, on demande à Nasser Al-Khelaifi de prendre un peu de recul. Voilà, les choses qu'on disait sur le fait que Nasser ne prenait plus les joueurs au téléphone, qu'il avait pris du recul. Et puis il est beaucoup à l'étranger, donc Leonardo, lui, s'est retrouvé comme quasiment le président du PSG. C'était à lui qu'on soumettait les choses. C'est lui qui devait prendre des décisions et gérer les décisions au quotidien. Et pour la com, c'est pour ça. La com, c'est pareil. Il y a un service communication, mais il ne consultait jamais ce service communication. Il faisait comme il le voulait. Et d'ailleurs, ça lui a été reproché en interne. Donc ça s'est pas très très bien fini pour l'ami Leonardo. Leonardo qui nourrit toujours ce rêve en secret de retourner à Milan. Je parle du Milan AC, évidemment. Voilà, s'il a un club de cœur, c'est pas le PSG, on va pas se voiler la face, c'est plutôt Milan. Donc voilà sur Leonardo. Est-ce que vous voulez dire encore un petit mot sur Luis Campos, qui tu l'as dit Yacine, hein, au moment où on vous parle, c'est officiel, il est le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain. Parce que je pensais que Nico allait revenir pour qu'on en parle. Il nous a laissé les montres, mais il est parti. Un dernier mot sur Campos, messieurs, ou on passe au sujet, on va passer un peu au prochain mercato, ce qui se dit, les rumeurs et puis les infos que j'ai moi. Non, mais par contre, c'est une bonne nouvelle pour les jeunes parce que Campos les connaît. Je rappelle que Campos il suit pas que les professionnels, hein. Il a des scouts qui travaillent aussi sur les jeunes, donc il connaît leur potentiel et j'avoue que par exemple si Campos aujourd'hui dit on garde pas Simons, on garde pas Michu, je me poserais moins de questions en termes de crédibilité. C'est-à-dire que s'il te dit on les garde pas, c'est que je pense qu'au fond de lui, il sait que les rapports montrent qu'ils n'auront pas le niveau. Mais je vais même te dire mieux, Yacine, c'est que quand je disais qu'il y avait beaucoup de changements et ce à tous les étages du PSG, ça concerne les féminines, ça concerne le centre de formation. Je pense que pour Yohan Cabaye, ça va être compliqué de poursuivre sa mission. Il ne sera pas resté longtemps, l'ami Cabaye. Parce que comme tu l'as dit, Campos, les jeunes, c'est son truc. Donc, on imagine que, un peu comme ce qu'avait fait en 2017 Antero Henrique, qui va mettre des hommes à lui pour gérer le centre de formation. Et je pense aussi que, pour le coup, il y aura une vraie relation entre les U19, le centre de formation, et l'équipe première. Je pense que là, ça va pas être comme ce qu'on a vécu cette année, où on avait appris qu'il y avait très peu d'échanges entre Yohan Cabaye et Mauricio Pochettino. Donc c'est une bonne nouvelle pour les jeunes et c'est une bonne nouvelle pour le centre de formation parisien finalement, parce que les jeunes vont peut-être enfin se dire là on est regardé, on est suivi et on n'est pas les plots qui viennent faire les séances en plus quand il y a 18 internationaux qui sont à l'étranger. Maintenant qu'on a parlé... Oui, vas-y, JB.
juste ajouter un truc, c'est bien pour les joueurs, mais aussi c'est bien pour les supporters et finalement ceux qui sont les plus présents, les ultras, parce qu'on va enfin avoir la promotion de Titi dont on sait qu'ils pourront jouer parce qu'ils ont le niveau. Et pas parce qu'il faut cocher la case ou au contraire faire comme s'il n'existait pas. Et ça sera bien parce que je pense que l'année prochaine, ça stabilisera aussi certaines des demandes finalement de l'environnement. Hein, et ça peut être que productif pour tout le monde. Ouais, non, c'est clair. Est-ce que tu as encore un peu de temps, JB, parce que je vois qu'il est 16h. Et encore 10 bonnes minutes de plaisir avec vous, les gars, pour parler mercato. Très bien, très bien. Tu me fais signe dès que, voilà, tu me feras signe dès que c'est bon. Maintenant qu'on a évoqué le poste du directeur sportif, c'est officiel, je le rappelle, Luis Campos devient le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain. Il faut qu'on parle aussi du futur entraîneur. Il y a beaucoup de rumeurs ces derniers jours qui parlent de négociations avancées entre Zinedine Zidane et les décideurs à Doha. Nous, l'information que j'avais révélée il y a 1 ou 2 mois, c'est-à-dire 2 mois, il me semble, j'avais dit qu'aussi le PSG regardait aussi du côté de Thiago Motta, mais bon, évidemment, Luis Campos n'était pas arrivé. On sait aussi que Luis Campos va certainement proposer une liste de coachs aux décideurs parisiens. Il y a des noms qui sont sortis. Il y a le nom de celui qui coach actuellement le Sporting Portugal, il me semble, Yacine, hein, c'est bien ça. Il y a aussi un nom qui avait déjà circulé du côté du PSG à l'époque d'Antero Henrique, c'est Conceição du FC Porto. Ouais, il y a pas mal d'infos sur le futur coach. Est-ce que vous avez une préférence sur le coach, parce que on va évoquer évidemment le cas Zidane, c'est le cas dont tout le monde parle. JB, sur le futur coach, sur tous les noms que je t'ai cités, on va commencer par Zidane. Moi, si c'est Zidane, tu as un manager de haut niveau, donc tu sais que c'est pas un très grand entraîneur en termes de tactique, mais qui saura être capable d'aller regarder les trois là dans les yeux et il saura se faire entourer. Et avec Campos, tu as enfin une structure qui paraît cohérente. Ça aurait pas été possible avec Leonardo pour 25 milliards de raisons, à commencer par des problèmes d'ego, de domaine de compétences et compagnie. Et surtout, c'est un nom qui crédibiliserait plus encore un projet. Et là, tu redeviendrais crédible à l'échelle européenne pour les plus hauts trophées. Peut-être plus qu'il y a une saison ou 2. Après, si tu as un autre entraîneur, ça veut dire que tu veux faire du club un club qui travaille bien, un club qui choisit finalement un entraîneur non pas pour son CV, mais pour sa capacité à mettre en œuvre la musique de Campos. Et là, tu arrives sur un autre type de projet. Est-ce que le PSG, ça peut être ça aussi? Ça serait cool, on en a rêvé, hein, je pense, d'avoir des entraîneurs qui soient capables de valoriser simplement le périmètre de l'Île-de-France et même la France du foot. C'est deux visions du monde différentes. Moi, les autres noms dont tu parlais, j'en avais pas entendu parler de manière très précise. Ça peut être aussi intéressant. Mais là, je pense que c'est Yacine, notre coach à nous, qui va nous en dire davantage. Zidane qui avait, il me semble, lancé à Madrid les Isco, les Vasquez. On est d'accord, Yacine, hein? Ouais, après, il n'a pas lancé tant de jeunes que ça non plus. Non, moi j'ai souvenir des trois, Asensio, Vasquez après, Isco, ouais, voilà. Après, Asensio surtout, ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Sur le coach, toi, sur le coach, sur Zidane, je crois qu'on a le même avis, Yacine. On respecte évidemment le manager, le joueur qu'il a été, et même l'entraîneur qu'il a été au Real, avec tous les titres qu'il a gagnés, mais c'est vrai que sur le contenu des matchs, il était même critique à Madrid, hein, on n'invente rien, hein, évidemment. Par contre, sur le côté managérial et la tenue du vestiaire, je crois qu'il n'y a pas mieux que Zinedine Zidane, et je crois que c'est ce dont a vraiment besoin le Paris Saint-Germain. Ouais, mais en fait, je pense que c'est ça, c'est qu'il a son passé qui est encore plutôt récent, en tout cas que les joueurs actuels, dont les joueurs actuels se souviennent, mais il a aussi ce côté un peu politique, etc., humain d'Ancelotti, avec qui aussi il a appris, mais après je pense qu'ils étaient déjà assez proches humainement, mais il a dû apprendre les 2-3 ficelles, et effectivement je pense qu'il est très proche de ça. Moi, je le dis honnêtement, Zidane, je suis pas du tout fan du coach, et je sais pas. Après, dans la structure actuelle du PSG, avec les Messi, Neymar, Mbappé et tous ces égos à gérer, oui, ça semble avec Ancelotti, en fait, les deux profils les plus à même d'être écoutés de ce vestiaire-là. Ou respectés, en tout cas. Voilà. Après, en termes de jeu, bon, je pense pas qu'on touche le fond comme avec Pochettino, parce que cette année, c'était vraiment horrible. Ouais, puis on aura le temps de développer un peu ce qu'il a fait. Mais non, mais je veux dire, en termes de contenu, il faut pas non plus s'attendre à un festival, mais bon, c'est pas Pochettino non plus. Pour les autres, rapidement, Conceição. Attends, Yacine, justement.
on va les détailler un par un, parce que comme on a la chance d'avoir le retour de Nicolas Puravo, on va essayer d'en profiter un peu. Nico, nous, on a évoqué le départ de Leonardo et l'arrivée de Luis Campos. Alors, si tu as raté, c'est officiel apparemment. Hein, il est le nouveau directeur sportif c'est signé. Moi, je l'avais annoncé sur le computer avant le podcast. Un mot sur le bilan de Leonardo, Nico, vu que tu es revenu sur son bilan, et un mot aussi de ce que tu penses sur l'arrivée de Luis Campos. Bah, je vous ai un peu entendu. Je vais à peu près dire la même chose. Leonardo, autant son premier passage, il avait, je trouve, un travail formidable, bien aidé par des crédits assez fous. Donc c'était pour certains assez facile, mais en attendant, il avait fait le job. Son retour, je trouve que c'est un bilan très mitigé. Sur le recrutement déjà forcément, mais c'est surtout, je trouve, sur la gestion du club. Voilà, on attendait une structuration un peu plus efficace. On attendait de l'autorité, on attendait des décisions, et puis en fait, Leonardo, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il a été, comme les autres, un peu bouffé par la République des joueurs. Donc bilan mitigé, et puis par rapport au rapport qu'il entretenait dans les différentes strates du club, je pense que son départ était devenu inévitable. Donc, écoute, je vais dire un peu comme je l'avais dit avec Di Maria. Merci, tu as fait le job, pas forcément tout le temps bien, et puis bonne continuation, et tu n'auras pas de statut non plus. Et sur Campos, Nico ? Campos, on le connaît tous, hein, c'est un formidable bâtisseur de groupe. On l'a jamais vu dans un club comme Paris. Je pense que vous avez dû le remarquer aussi, le souligner. Donc, forcément une interrogation. Moi, j'aurais plus vu un Campos travailler dans l'ombre, c'est-à-dire conseiller spécial. Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui un peu ce que fait Antero avec le PSG. Ouais, un peu, parce que on va voir comment Campos il va se comporter. Alors, la partie recrutement, on sait qu'il va être capable d'aller dénicher des joueurs. Il n'y a pas de souci avec le coach qu'il va avoir à côté de lui. Il va être confronté juste à une nouvelle chose, ça va être les tarifs PSG. Ça, c'est quelque chose qu'il connaît peut-être pas forcément. Il va les découvrir. Après, est-ce que Campos va endosser le rôle du directeur sportif qui va gérer encore une fois toutes les couches du club, qui va être là pour remettre de l'autorité, ou est-ce que dans la nouvelle restructuration du club, ils ont plutôt prévu un président délégué peut-être pour faire ça? Je sais pas. Si j'attends un petit peu de voir son champ de travail, son champ d'autorité pour me faire une idée, mais je trouve quand même que il y a beaucoup de gens qui sont très très contents de son arrivée, mais je trouve qu'on s'enflamme peut-être un petit peu parce que on n'aura pas le Campos de Lille ou de Monaco, c'est pas possible au PSG. Donc, est-ce que c'est un rôle qu'il va découvrir et dans lequel il va exceller tout de suite? Je sais pas. Il y a de la curiosité, mais il y a aussi une petite inquiétude par rapport à ça. Il y a eu d'autres directeurs sportifs qui ont été approchés. Alors, je sais pas dans quelle mesure ça a été ou jusqu'où ça a été, mais on peut citer Berta de l'Atlético Madrid et on peut citer Monchi de Séville, mais ça c'est pareil. Hein, c'est deux directeurs sportifs qui avaient déjà été approchés en 2017 avant de faire Antero Henrique. Je poursuis avec toi, hein, comme on t'a pas eu pendant longtemps. On était sur les coachs et on parlait de Zinedine Zidane. C'est la rumeur la plus chaude en ce moment, même si moi je pense que ça ne se fera pas. Je dirais pourquoi. Mais toi, t'en penses quoi? Et je disais aussi, Nico, que dans la shortlist, celle de Campos maintenant, il y a l'actuel entraîneur du Sporting Portugal et aussi celui du FC Porto, Conceição. Et nous, on a parlé de Thiago Motta il y a quelques mois ici dans le podcast. On savait que les décideurs aussi étaient intéressés. Mais là, on est sur Zidane. Tu penses quoi de cette piste? Et est-ce que tu penses que c'est faisable? Et est-ce que tu penses que c'est bien pour le PSG surtout? On en a souvent parlé ici. Ça fait quelques semaines qu'on parle de Zidane. C'est pas un scoop. Est-ce que j'aime Zidane l'entraîneur? Non. Est-ce que j'aime Zidane et le jeu qu'il produit avec son équipe? Non. Est-ce que j'ai envie de voir Zidane voir s'il est capable de gérer un club qui est ingérable? Oui. Voilà, je vous l'ai déjà dit. Moi, je veux pas voir Zidane parce qu'il va me faire rêver sur le terrain. Je veux voir Zidane parce que j'ai envie de savoir si quelqu'un est capable de mettre de l'autorité dans ce vestiaire. Donc, par rapport à ça, je serais plutôt content. Il y a aussi un élément avec Zidane qu'on peut pas négliger si on a envie que le PSG passe un cap, c'est que si demain tu mets Zidane coach avec un mec comme Mbappé qui vient d'accepter de continuer à Paris,
franchement, je pense que tu t'ouvres les portes de tout recrutement. Tu fais venir qui tu veux avec ça. C'est-à-dire que les gens ils vont vouloir venir. Tu vois, aujourd'hui, Tchouaméni, par exemple, pour parler de lui, Tchouaméni, il était promis à Liverpool ou au Real depuis plusieurs semaines. Le fait qu'Mbappé reste à Paris, on se dit que Tchouaméni, il aime bien Mbappé, jouer ensemble, ça lui plairait bien. Donc, toi, ce transfert redevient possible. Si tu rajoutes en plus Zidane sur ce tableau, je pense vraiment que ça t'ouvre quand même beaucoup de possibilités. Donc, c'est aussi un élément important. Après, voilà, sans rentrer dans les détails de ma pseudo-info, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste mercato, tout ça, mais je vous l'ai déjà dit, Zidane a eu des problèmes personnels. J'ai pas le sentiment, encore une fois, qu'il soit aujourd'hui omnibulé par reprendre un club cet été. Voilà, c'est encore une fois qu'un avis personnel. Je suis sur la même ligne que toi, Nico. Hein, vraiment, ouais. Or, ce n'est encore une fois qu'un avis personnel par rapport à ce que je vous ai dit. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui il a tourné la page de ses petits soucis et puis est-ce qu'il est dans les starting blocks pour reprendre un club? On sait que les Bleus, il les attend. On sait aussi que Deschamps, qui donnait l'impression de vouloir se barrer, désormais donne plutôt l'impression de vouloir rester. Donc peut-être que Zidane se dit les Bleus, c'est mort de toute façon pour cet hiver. Donc allez, je repars sur un club cet été. C'est un vrai dossier. C'est compliqué en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que l'émir, il est à 2000% là-dessus. C'est lui qui passe en direct sur Zidane parce que ils se connaissent bien. Et ils ont déjà eu l'occasion de travailler ensemble. Via le Qatar. Zidane était l'ambassadeur de la Coupe du Monde au Qatar 2022. Et donc, en tout cas, là, pendant les prochains jours, il est évident que le Qatar va mettre le paquet sur Zidane, parce que si jamais ils arrivent à faire Zidane dans la même semaine que Mbappé en prolongation, c'est un coup de tonnerre absolu. Et je te dis, derrière, ton mercato, mais tu vas chercher qui tu veux, quoi. Tu vas vraiment chercher qui tu veux. Même Nicolas Palois, bordel. On peut même aller chercher Nicolas Palois. Je crois que tu allais dire Nicolas, moi. Je me suis dit, non, qu'est-ce qu'il me fait, JB? Il veut m'envoyer où, là? Ouais, même Nicolas Palois, je pense, ouais. Mais bon, juste sur Zidane, notre camarade Clément Pernia, hein, qui a des très bons contacts au Qatar. Très bons contacts au Qatar. Exactement, il nous avait donné l'information en disant qu'il y a de réelles négociations et qu'évidemment la priorité numéro 1 c'était Zinedine Zidane. Après, sur la faisabilité, ça c'est autre chose. Nous aujourd'hui, ce qu'on peut vous dire, c'est que, comme l'a dit Nico, il semblerait qu'il soit pas prêt tout de suite pour reprendre le PSG. Après, si on se trompe, tant mieux, parce qu'évidemment, ce serait quand même plutôt une bonne nouvelle. Un dernier mot sur Zidane avant que tu y ailles, JB. Moi, je suis d'accord avec Nico, c'est-à-dire que si tu commences à mettre le premier joker qui est Mbappé, les fonds illimités plus une personnalité de ce niveau-là, déjà, tu auras beaucoup moins de problèmes en termes d'arbitrage. Tu auras aussi moins de difficultés au sens général du terme. Tu vas avoir des sponsors de partout, des partenaires de partout, et comme tes 3 principaux top partenaires, ils seront qatariens la saison prochaine, tu ne devrais pas avoir de problème de financement. Donc, c'est all-in. Ça s'est jamais vu dans un club français. De toute façon, le PSG, c'est le club des premières. Hein. On va croiser les doigts. Merci en tout cas d'avoir été avec nous cet après-midi. JB, je te libère. Et puis, comme je l'ai annoncé, on se retrouve demain. Parce que je veux savoir exactement ce que Nico et Yacine vont faire en termes de transfert, etc. Ça m'intéresse. Voilà. Bon, les gars. Ça marche. À demain, JB. C'est Keda. Ah non, tu t'en vas. Version originale. Bon, je m'en vais. Messieurs, on va poursuivre le dernier volet, c'est les pistes du prochain mercato avec tous ces chamboulements. Beaucoup de noms sont sortis. J'avais rappelé Nico, je sais pas si tu étais là, mais il me semble que non. J'avais dit que le PSG allait cet été sans doute aussi beaucoup regarder en Ligue 1, ce qui est plutôt une nouveauté. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont plus recruté de joueurs en Ligue 1. On parle de Tchouaméni, tu viens de le dire Nico. On parle de Fofana aussi, le milieu de terrain de Lens. Sur les autres pistes, il y a la piste Sadio Mané qu'on avait été les premiers à dire dans ces podcasts. Il y a la piste d'un joueur que tu adores, c'est Dembélé. On parle d'Ousmane Dembélé, qui est un excellent joueur. Hein. Après, on a plus des doutes sur son physique. C'est un excellent joueur et il fait une fin de saison à Barcelone qui est incroyable. Donc sur les pistes mercato, voilà ce qu'on a. Dembélé, donc Pogba, il semblerait, pour notre plus grand bonheur, messieurs, qu'il soit promis à la Juve. Normalement, c'est un dossier qui est réglé. Sur les pistes qu'on entend aujourd'hui, Nico, t'es plutôt quoi? Plutôt content, plutôt optimiste. Écoute, je suis ni l'un ni l'autre en fait. Je suis dans l'attente. C'est-à-dire que on a le sentiment aujourd'hui,
que le PSG a pris conscience que le bling-bling, ça ne pourrait plus marcher, qu'il fallait restructurer le club, c'est en train d'être fait, et qu'il fallait dégraisser ce vestiaire et le reformer de manière un peu plus cohérente. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui a été dit par quasiment tout le monde. C'était visiblement une des conditions pour que Mbappé reste au PSG. Donc, à partir du moment où la prolongation d'Mbappé a été actée hier, on peut avoir l'espoir qu'effectivement le PSG va faire un recrutement un peu plus cohérent. Il y a avant tout des choses, je pense, à faire dans l'ordre. Et aujourd'hui, voilà, Mbappé c'était à part, mais aujourd'hui, avant de faire partir des joueurs et d'en faire venir d'autres, il faut déjà avoir un directeur sportif et un entraîneur. Voilà, c'est la première chose à faire. Bon, visiblement pour le directeur sportif, c'est fait. Je pense que l'entraîneur, ça devrait arriver avant la fin du mois maximum. Et encore, je pense qu'on est très large dans ce calendrier-là. Une fois que tu auras fait ça, que tout le monde aura discuté, on va ensuite pouvoir commencer à recruter. Sur les noms qui existent, un mec comme Dembélé, sur le papier, oui, Dembélé pour Di Maria, c'est pas une mauvaise idée. C'est un jeune de 24 ans, il est brillant, c'est justement un de ces joueurs capables de prendre de la profondeur, de percuter, c'est ce qui manque beaucoup au PSG cette saison. Donc sur le papier, c'est très bien. Maintenant, est-ce que Dembélé il correspond au jeu que veut mettre en place le nouvel entraîneur? Est-ce que Dembélé il a le profil pour rentrer dans le nouveau PSG entre guillemets? Voilà, tout ça, c'est pas nous qui allons le décider, tout ça. Fofana, pareil, très bon joueur Fofana, mais est-ce que ça va correspondre au profil des joueurs que veut l'entraîneur? Moi, je vous ai déjà parlé ici d'un mec comme Klose. Voilà, pour moi, ce serait une très bonne doublure d'Hakimi. Si tu veux vendre Kerrer, enfin, tu vois, en Ligue 1, il y a plein de joueurs à recruter, c'est évident. Maintenant, c'est pas, il faut arrêter j'espère en tout cas que le PSG va arrêter de recruter sur juste du papier et sans se poser de questions par rapport à qu'est-ce que tu veux faire de ce joueur. Si c'est pour encore entasser des mecs, prenons tous les meilleurs joueurs de Ligue 1, allons-y. Mais si ça correspond pas au profil des joueurs que cherche l'entraîneur, que ce soit de la Ligue 1 ou de l'étranger, que tu les payais 10 ou 50 millions, à l'arrivée, ce sera la même incohérence. Donc voilà, que l'entraîneur arrive, qu'il se mette à bosser avec Monkey. Tu vois, je dis n'importe quoi. Avec Campos. Que tout ça se mette en place, avec Campos et avec Mbappé, parce que d'après certains, Mbappé est de nouveau aussi chef du projet sportif. Donc que Kylian nous dise vite le nom de l'entraîneur qu'il a choisi, et puis qu'on travaille intelligemment. Mais en tout cas, pour l'instant, on a quand même le sentiment que le Qatar a enfin décidé d'être un peu intelligent dans ses réflexions. Le fait d'abandonner la piste Mbappé, abandonner la piste Pogba, tant justement dans cette impression qu'on arrête d'acheter n'importe comment, n'importe qui juste sur les noms. Maintenant, on jugera sur place, on verra, on va voir ce qui se fait et on verra. Parce que là, les rumeurs, ça va. On connaît Paris, les rumeurs, voilà, on va voir tous les joueurs du monde vont être annoncés à Paris. Donc Yacine, dans le fait de regarder en Ligue 1, est-ce qu'il n'y a pas aussi la volonté du PSG de casser un peu ces histoires de clans sud-américains où tu sais une majorité d'hispanophones dans le vestiaire? Est-ce qu'il y a aussi un peu peut-être cette idée aussi parce qu'on a souvent dit aussi que le clan des Sud-Américains ils étaient souvent entre eux, voilà, et que il y avait parfois aussi une cassure entre certains joueurs. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette volonté-là aussi d'essayer d'équilibrer un peu ce vestiaire et que peut-être ça parle un peu plus français, on va dire? Moi, je pense que bien sûr qu'il y a cette volonté parce que déjà en termes d'image, ça fait quand même maintenant plusieurs mois que vraiment tout le monde insiste là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a le clan des Sud-Américains, mais t'as l'impression que même les Français parlent espagnol. Donc, à un moment donné, c'est juste pas possible. Qu'il y ait, des échanges dans une langue parce que c'est plus facile, pourquoi pas, etc. Mais dans le vestiaire et en interview, évidemment que tu dois au moins faire l'effort de parler français. Donc, je pense qu'il y a une partie de ça. Il y a aussi la partie, finalement, oui, tu prends des joueurs étrangers, enfin notamment beaucoup d'Argentins, etc. T'as aucune certitude. Donc, t'as des très bons joueurs qui jouent en France, qui quand ils s'exportent, évoluent quand même dans des très bons clubs, progressent, voilà. Donc, tu les as sur place, pourquoi te priver? Donc, je pense que et après, je rejoins Nico. Le problème, c'est toujours la même chose, c'est que les gens qui reprochent au PSG de soi-disant ne pas recruter en Ligue 1, faut qu'ils comprennent une fois pour toutes que nous, on n'est pas là pour raconter des conneries. C'est juste que tu prends un Kolo Muani à Nantes.
il est vendu 12. Si Paris se met dessus, on va leur demander 35. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est le tarif PSG. Donc évidemment qu'à un moment donné, si tu as un Kolo Muani. J'allais dire ou bien Blas. Je voulais pas le citer. Toi, Yacine, je te coupe juste, ça c'est intéressant parce que ça c'est un argument que moi j'entends souvent et que je commence à partager, c'est de dire ok, on va te faire surpayer un joueur français, et qu'au lieu de payer 20, tu vas payer 35. Mais est-ce que c'est pas aussi plus intéressant d'acheter 35 un joueur français que tu as surpayé qu'un Kerrer que tu as payé 37 ou un Diallo qui approche les 40? Enfin, tu vois, les gens aujourd'hui sont là à se dire ok, tu vas surpayer. Chouamini, il vaut 60, on te demande 80. Et ben alors, vas-y, mais les 80, tu t'en fous. En fait, je suis d'accord avec toi. Je pense que là, c'est là où l'image de la Ligue 1 et le développement du championnat, il intervient. C'est que, en gros, ils se disent, un mec qui joue en Bundesliga ou en Première Ligue, on a plus de certitude qu'un mec qui joue en Ligue 1. Je pense qu'elle est là la différence. Bien sûr que je te rejoins, de toute façon, que tu payes 20 millions de plus à l'étranger ou en Ligue 1, tu payes 20 millions de plus. Mais je pense qu'il y a cette notion de ouais, mais la Ligue 1, c'est quand même pas le top niveau. Quand tu vois enfin, voilà, là, je rappelle quand même qu'on a je crois, le trio de poursuivants du PSG, le plus faible depuis 10 ans, je crois, en termes de points. Donc, voilà, je pense que c'est plus là-dessus. Maintenant, tu peux aussi voir l'inverse, dire que peut-être que surpayer un joueur en Ligue 1, ça peut permettre de développer les clubs et donc le championnat aussi. Il pourrait le voir comme ça. Même si je dis pas qu'il faut non plus armer les autres. Hein. Mais à un moment donné, il y a peut-être un juste équilibre pour relever le niveau du championnat. Enfin bref. Ah mais Lyon l'avait très bien fait dans les années 2000. C'est un peu le modèle aussi du Bayern Munich en Allemagne. Les meilleurs joueurs allemands, avant de quitter l'Allemagne, ils passent automatiquement par la case Bayern Munich. Sauf après, les autres clubs les saignent pas le Bayern de Munich. Ils leur font un tarif Bayern, enfin ils leur font le tarif. Mais tu sais quoi, quand tu as parlé de ça, du tarif, ça c'est qu'en France en fait, et tu as raison, parce qu'en Italie c'est pareil. En Italie. Non, mais Manchester City aussi, Mousse. Attends, c'est différent. Moi, je parle on parlait de l'Allemagne et de la Serie A, et je peux t'assurer qu'en Serie A, les clubs entre eux, il y a un prix entre clubs Serie A, et il y a le prix pour les clubs anglais ou pour le PSG, etc. Ça, c'est une réalité. Comment il s'appelle les Italiens, c'est normal. Le milieu de terrain. Non, mais je veux dire, entre clubs italiens, ils se font des cadeaux. C'est-à-dire, ils se torpillent pas entre clubs italiens. Par contre, si un joueur italien doit être vendu en Espagne, en Angleterre, en France, etc., c'est pas le même tarif. C'est ça que je voulais dire. Alors qu'en France, c'est pas comme ça. Pour confirmer, Mousse, Locatelli, qui avait quand même une belle cote, il a été prêté 2 ans à la Juve. C'est-à-dire qu'ils leur ont prêté 2 ans. C'est extraordinaire quand même. Ah oui. Je suis pas sûr qu'il y ait un club français qui prête un joueur 2 ans au PSG. Sauf si vraiment, tu sais, ce que tu payes à la fin du prêt, parce que c'est un prêt payant, on va dire, avec une option d'achat. Faut voir comment elle est, mais c'est vrai qu'il y a des clubs qui le font aussi, parce que on va parler dans le dernier chapitre du dégraissage. Pour dégraisser le mammouth, selon la formule d'un ancien ministre de l'Éducation nationale, il va falloir qu'on parle des ventes, et il y a beaucoup de joueurs aussi que tu dois vendre. Il y en a énormément. Là, on était sur les achats, sur le contour du futur de la future équipe. Pour terminer sur les achats, parce que j'étais juste terminé là-dessus. Moi, je pense juste que Nico a raison. La première étape, c'est le choix de l'entraîneur. Les discussions sur sa façon de jouer. Voilà, encore une fois, si tu es plus dans la transition ou dans la possession, tu prends pas les mêmes joueurs, tu peux faire ce que tu. Les joueurs sont globalement capables d'évoluer dans les deux, mais évidemment qu'il y en a qui sont plus à l'aise dans un que dans l'autre. Donc, c'est décider avec l'entraîneur ce que tu veux faire, établir une liste, et après, voilà, faire le constat de ce qui te manque, et évidemment. Et puisque tu vas y venir, après, tu vas pas pouvoir partir avec 45 joueurs sous contrat. Donc, alors, attends, sur cette partie-là, ce sera la dernière. Je voulais laisser réagir Nico sur ce que tu venais de dire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce que j'avais dit. Ah, pardon, je t'ai vu lever la main. Je pensais que mais je sais plus ce que je voulais dire, en fait. C'est pour ça. Si, ça y est. Voilà. Je pense effectivement que le PSG aurait tout intérêt chaque saison à prendre les 4-5 plus grands clubs les 5 clubs qui ont bien performé, et puis de regarder les 2-3 bons joueurs dans cette équipe, et puis voir lesquels sont compatibles. Toi, moi, encore une fois, je fais pas une obsession sur lui, mais un mec comme Klose, encore une fois, franchement, si demain tu te dis tu as besoin d'une doublure à droite, mais tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. Mais vraiment, lui, il va faire le job. Vraiment. Donc, tu n'as vraiment pas besoin de t'en aller. Et puis, c'est d'autant plus facile de faire ça sur les clubs de Ligue 1 que le PSG aujourd'hui n'a pas une organisation suffisante pour aller faire du prospect ailleurs.
On n'est pas capable aujourd'hui d'aller sortir des joueurs comme ce qui s'est passé avec Verratti. On nous met toujours ça sous le nez. Regardez, c'est le seul mec qu'ils ont trouvé en 10 ans. Un mec en 10 ans. Donc on va arrêter de se dire qu'on est capable. Le PSG recrute des joueurs connus. Voilà, c'est comme ça. Bon, qui tu connais mieux que les mecs qui jouent en Ligue 1 avec toi? Donc voilà, recrute en Ligue 1. On a parlé, bon là, il a fait une demi-saison horrible, mais un mec comme Paqueta, tu vois, admettons que Paqueta, s'il avait fait une saison comme ses 6 premiers mois, tu pouvais te dire au bout de la saison, bon voilà, un mec comme Paqueta qui performe à Lyon, est-ce qu'il te fait du bien à Paris? Est-ce qu'il a sa place? Oui, non. Tu penses qu'il a sa place? Et vas-y, tu fais un milieu, va sur Paqueta, t'emmerdes pas, aller chercher un Argentin de la Pampa, un mec que tu n'as jamais vu jouer, ou enfin, tu vois, j'ajouterais par exemple un Bourigeaud qui peut jouer offensif droit, dans le milieu à 3, qui peut même jouer un peu plus bas. En fait, il a un profil polyvalent avec un très bon niveau. Tu vois, moi, bon, là, cette année, devrait être un club italien qui va s'offrir les services de Bourigeaud. Ok. Et c'est dommage. Mais ouais. Typiquement, c'est dommage. Alors, et là, toi, c'est dommage pour le PSG, mais c'est même dommage pour des clubs comme Marseille, Monaco, Lyon. Ouais, bien sûr. Marseille, Monaco, Lyon, des joueurs comme ça, ils doivent aller chez eux, tu vois. Et là, ta Ligue 1 va progresser. Mais effectivement, des mecs comme ça, si le club, toi, un club comme Rennes, à partir du moment où tu te positionnes sur Bourigeaud, ils ne te proposent pas 80 millions, s'ils sont raisonnables dans leur prix, un mec comme Bourigeaud qui veut passer une étape, et ça ne veut pas dire que le mec, attention, ça ne veut pas dire que le gars, il va devenir titulaire au PSG, peut-être qu'il va avoir du mal à s'acclimater, mais me dis pas qu'un mec comme ça, tu peux pas compter sur lui quand tu vas jouer au Parc contre Troyes, Dijon, Amiens, des clubs comme ça. Tu vois, si, moi je vais aller plus loin, et je vais taper sur Herrera, désolé, mais tu me dis entre Herrera ou Bourigeaud. Ah oui. Non, mais t'as compris. Ben voilà, mais justement, et toi, t'as pris Herrera. Alors, il était gratuit, tout ce que tu veux. Mais Herrera, aujourd'hui, tu te le traînes. Alors qu'un Bourigeaud, tu le mets à la place d'un Herrera, Après, ce Bourigeaud, il fait une excellente saison. Hein. C'est un mec régulier, mais est-ce qu'il y a 2 ans, quand ils prennent Herrera, est-ce qu'il était déjà aussi fort? Parce que moi, je trouve qu'il a plutôt une belle progression. Il a une vraie progression. Voilà. Mais il y a 3 ans, il fait déjà une première belle saison. Après, il enchaîne l'année dernière, puisque j'en parle dans le papier Mercato de l'été dernier. Oui. Et cette année, en fait, il confirme et ses chiffres, ils sont encore mieux. C'est-à-dire que sa progression, elle est linéaire. Mais il est déjà très bon il y a 3 ans. Après, c'était dans un Rennes qui était un peu aussi avec des périodes de haut et de bas. Mais voilà, là, il a gagné en régularité. Je pense que Genesio l'a fait passer un cap parce que dans le style de jeu. Mais il était déjà bon. Mais en tout cas, l'année dernière, par exemple, c'est un joueur que tu peux faire à l'été 2021. 2020. Ouais, 2020, 2020. Les deux d'ailleurs, 2020 et 2021. 2020 déjà. Mais cette politique-là, tu dois aussi l'avoir du coup avec tes jeunes. C'est-à-dire que tu dois avoir, allez, on va dire 2-3 jeunes que tu dois aussi avoir dans ce raisonnement-là. Par exemple, toi, cette saison, te dire, est-ce qu'un Kalimundo, est-ce que je ne fais pas revenir Kalimundo parce qu'il va faire le job plutôt que d'aller chercher une doublure à Mbappé qui va me coûter 40 ou 50 millions et qui va potentiellement nous faire une Icardi. Ouais, clairement, bien sûr, bien sûr. Il y a 2 autres pistes à l'étranger que je voulais évoquer avec vous rapidement. C'est Kalidou Koulibaly de Naples, défenseur central, toujours intéressé par le PSG, s'intéresse toujours à lui. Et il y a Frenkie de Jong du Barça. Il semblerait que le Barça soit prêt. On connaît les difficultés financières de Barcelone, hein, mais il semblerait qu'en cas d'offre intéressante, et puis on dit que lui aimerait aussi jouer avec Mbappé. Donc finalement, Yacine, on avait ce débat la semaine dernière. Doit-on tout donner à Mbappé? Moi, j'avais dit oui, si ça peut faire changer les mentalités et si lui réussit à convaincre le PSG qu'ils sont pas sur la bonne voie et qu'il faut tout changer. Moi, j'avais dit oui. Quand je dis des directeurs sportifs, c'est entre guillemets évidemment, mais de donner quelques idées. Et il semblerait que c'est vrai, Yass, un joueur comme Mbappé, ça attire aussi. C'est comme l'histoire de l'entraîneur, ça attire aussi des joueurs. Et aujourd'hui, tu vois, mener dans sa réflexion, ça peut être aussi ça, quoi. Ça peut être aussi, j'ai envie de jouer avec Mbappé, et ça va concerner beaucoup de joueurs. Ouais, mais en fait, alors, peut-être que c'est que mon interprétation, hein. Je pense qu'au-delà de jouer avec Mbappé, je pense que le message envoyé par Mbappé, il est pour le PSG positif dans le sens où si je reste, c'est qu'il y a quelque chose. Tu vois, s'il avait signé au Real, le message que tu envoies si tu avais voulu recruter, c'est aussi de dire aux autres, on perd notre meilleur joueur, on perd le soi-disant plus grand joueur des 7-10 prochaines années. Tu vois, le message que tu envoies, il n'est pas terrible. Là, le fait que lui prolonge, et en plus pas 1 an, 3 ans, oui, tu envoies un message aux futurs recrues. Regarde, on a été capable de garder Mbappé qui ne va pas au Real. S'il est resté, c'est bien que le projet tient la route. Voilà, il y a plein de petits messages en fait autour
qui vont t'aider à ça. Pour en revenir à De Jong, par exemple, moi, je pense réellement qu'en tout cas, dans le jeu du PSG depuis des années, pour moi, c'est un des 3 meilleurs compléments à Verratti. Voilà, c'est ce que j'allais dire, ouais, évidemment. Dans son activité, dans son jeu, dans son style de jeu, dans sa qualité de passe, dans ses échanges. Voilà. Après, c'est toujours pareil. Si le PSG va chercher De Jong au Barça, bon, je pense qu'il y a un tarif Barça, il y a un tarif PSG. Pour le Barça, il va être s'il n'y a pas de clause, en tout cas dans le contrat, le tarif PSG pour le Barça, il va être salé. Mais je pense qu'il y a une clause parce en général, en Espagne, ouais. Surtout que De Jong, il a fait à Paris ce que Mbappé a fait à Madrid. C'est-à-dire que De Jong, il avait un accord avec le PSG, il avait dit oui à Antero Henrique, ils avaient fait le déplacement, ils avaient vu son argent, etc. Et le lendemain, finalement, il s'en va à Barcelone et il signe à Barcelone. Donc je pense que voilà, si Paris voudra récupérer De Jong, effectivement, je pense que Barcelone ne fera pas de cadeau. Maintenant, on a l'impression que Paris va mettre quand même les moyens parce que on n'a pas parlé de Pochettino et je pense qu'on va en dire juste 2 mots. Pochettino, ça s'arrête pour lui. Hein, ça, il y a pas de suspense. C'est un échec complet. Enfin complet. On va me dire peut-être que je suis dur parce qu'ils ont fait une demi-finale de Ligue des Champions, mais bon, les bons matchs. Enfin, en tout cas, les bons contenus de match sous l'ère Pochettino, Yacine, c'est quoi? Sur une main et demie, tu vois? Je vais être gentil, je vais rajouter une main et un doigt, mais j'irai pas plus loin. Oui. Et d'ailleurs, hier, quand ça a été le seul qui a été sifflé, j'ai trouvé un peu dur parce que c'était peut-être pas le moment de siffler Pochettino. Tu n'as aucun cœur, Yacine, et je vois que tu as approuvé, toi, les sifflets. Non, justement, tu vois, c'est bizarre que tu dis ça parce que moi, je le dis parce qu'en plus, j'étais avec Romain Bédouc, là, du Club des 5. On est souvent au parc ensemble parce que lui, il vient au parc. Et je lui disais, tu vois, autant je l'ai critiqué toute l'année, autant je pense qu'à ce moment-là, voilà, dernier match de la saison, tu as pris le titre, enfin, tu fêtes le titre plutôt. Bon, tu l'as sifflé régulièrement depuis, en tout cas, 5-6 matchs, vraiment. Parce que ça a commencé un peu avant, mais je parle. Oui, ça a commencé après l'élimination en Coupe de France, je crois. Voilà. Il y avait toujours quelques sifflets avant, mais vraiment, ça a pris de l'ampleur à partir de là. Bon, voilà, le dernier match. Est-ce que tu t'es obligé, alors, est-ce que tu l'acclames pas? Ok. Est-ce que tu es obligé de le siffler? Je trouve un peu dur quand même. Ouais. Je trouvais ça un peu dur moi aussi. Après, pour la conclusion de ce podcast, j'espère que Nico sera revenu avant la fin quand même. Je voulais juste évoquer les départs. On avait commencé à le faire, Yacine. Il y a quand même pas mal de monde à évacuer. On peut faire une petite liste exhaustive. Alors, on va parler du Canavas rapidement, même si hier il a déclaré qu'il lui restait 2 ans de contrat, qu'il était bien. Je rappelle que c'est exactement la même réponse qu'a faite Pochettino, dont on sait qu'il n'est déjà plus l'entraîneur du PSG. Donc, tu me diras si tu es d'accord avec cette liste. Niveau départ, il y aura, je pense, probablement Keylor Navas, qui ne refera pas une deuxième saison comme ça, voire aussi d'autres gardiens. Hein. Peut-être Alphonse Areola qui va rester à West Ham en Angleterre. Il y a Boulka je crois que Nice a levé l'option d'achat, donc ça devrait faire déjà 3 départs du côté des gardiens. Il y a Le Tellier qui arrête. Et il y a Le Tellier aussi qui arrête. D'ailleurs, très beau geste de Pochettino pour le coup. Il va pouvoir avoir sa prime de champion et c'est plutôt cool. C'est un bon gars, Le Tellier. En défense, on peut acter déjà le départ s'ils arrivent à le vendre, mais je pense qu'avec Campos, ça sera pas difficile. Donc Colin Dagba, t'es d'accord avec moi, Yacine? On peut citer Thilo Kehrer et encore. Hein, faudra voir, mais je pense que Thilo Kehrer, s'il y a évidemment une bonne offre, il partira. Kimpembe, il faudra voir. Je sais pas s'il partira, mais il faudra voir l'évolution, quid de Ramos, etc. Milieu de terrain, c'est là où il y a le plus de joueurs à faire partir. Hein. Leandro Paredes, Ander Herrera, Gana Gueye, honnêtement, au début de l'année, je n'aurais pas mis une pièce sur un départ. Avec tout ce qui s'est passé dernièrement, faut voir aussi. Et sa saison malgré tout aussi. Et sa saison malgré tout, qui a été bonne au début, moins bonne après la CAN. Danilo Pereira, je pense qu'il restera parce que malgré tout, on peut lui reprocher plein de choses, mais ça reste quand même un joueur sur lequel tu peux compter. Donc je pense que lui restera. Et puis au niveau de l'attaque, évidemment Icardi, on espère qu'il trouvera une porte de sortie.
et Neymar. Et oui, Paris est prêt à se séparer de Neymar. Donc voilà la liste des départs. Je ne sais pas si tu as entendu le début, Nico. Je te laisse réagir sur ce que doit faire Paris au niveau des départs. Je pense qu'il n'y a pas. Je suis pas partant. Il faut tous ceux qui jouent pas, effectivement, il faut s'en débarrasser pour eux comme pour nous. Les Draxler, les Kurzawa, tout ça, évidemment. Oui, c'est vrai. J'ai oublié Kurzawa et Draxler. Je sais, mais moi je les ai pas oubliés, t'inquiète pas. Tout ça, évidemment, qu'il faut vendre. Il faut alléger le groupe parce que déjà, ne serait-ce que pour laisser de la place aux jeunes. Voilà, on l'a déjà dit, tu peux pas éclore des jeunes avec 30 professionnels, c'est pas possible. Donc déjà, tu as besoin de faire de la place. Après, sur l'effectif, sur l'équipe, tu prends l'équipe type aujourd'hui, franchement, je pense que tu as besoin d'un défenseur central supplémentaire. Les latéraux, tu les as. Alors après, travailler sur les doublures, mais sur les latéraux titulaires, tu les as déjà. En plus, à gauche, tu as Bernat en doublure, donc toi, tu n'as même pas besoin à gauche de travailler. Donc il te faut un latéral droit, je pense. Il te faut un central. Il va falloir régler le Canavas quand même, parce que est-ce que lui est prêt à faire la doublure, j'en suis pas sûr. Mais je pense qu'il partira. Et puis après, le gros chantier, c'est le milieu de toute façon. Hein. Le milieu, aujourd'hui, tu prends Verratti, tu prends effectivement Danilo, qui est un soldat que tu peux garder. Et puis le reste, j'ai envie de te dire, porte ouverte, partez tous. Hein. Moi, je retiens personne au milieu aujourd'hui. Hein. Et tu prends 2-3 grands milieux de terrain, des mecs qui t'apportent vraiment un vrai. Voilà, il est là le renfort à prendre. Et puis devant, tu as déjà une attaque. Messi ne partira pas, on le sait. Et puis moi, je vous ai déjà dit ce que je pensais de Neymar. Hein. Bon, Neymar, la porte elle est grande ouverte. Et s'il a envie d'aller passer un petit hiver à Newcastle pour préparer sa Coupe du Monde, je l'invite à aller découvrir Newcastle, qui est une très belle ville. Alors, la porte est ouverte. Moi, c'est pas une information, hein, mais la Première Ligue, ça n'a jamais été trop son délire. À part jouer à Londres, parce que c'est une ville qu'il connaît bien. D'ailleurs, je crois qu'il est très pote avec Hamilton, le coureur de Formule 1. Ils sont très amis. Je sais qu'ils ont passé beaucoup de temps. Il a souvent été à Londres là-bas. Et moi, j'ai mis un tweet. Hein, c'était pas du tout une information. Hein. J'ai tweeté cet après-midi que pour moi, la destination idéale, vu qu'il se kiffe, c'est Chelsea et Thomas Tuchel. Alors, je trouve que ce serait une bonne destination parce que Chelsea change de propriétaire. Il y aura de l'argent parce que voilà, ils ont beaucoup d'argent et ça peut être aussi ça peut être un choix de repartir sur un projet avec un nom comme Neymar, même si la première ligue physiquement ça risque d'être un peu difficile. Il n'y a aucune chance, monsieur. Il n'y a aucune chance. Oui, bien sûr. J'aimerais bien qu'il parte en première ligue, il n'y a pas de souci, mais il n'ira jamais. Déjà, il n'ira pas parce qu'il sait qu'il va se faire découper. Et que on peut dire tout ce qu'on veut, il est encore un peu lucide, je pense. Donc, il va déjà pas aller se faire couper en deux en première ligue. Et puis, il va pas s'asseoir sur son salaire. Il est là le problème. Quel club aujourd'hui, avec une direction un tant soit peu intelligente, va donner 35 millions d'euros à Neymar? Personne. Donc, il va rester. Ah, ouais. Mais en tout cas, gros chantier au niveau des départs. Campos a beaucoup de travail pour dégraisser. Et vous avez raison de signaler que si on veut donner un peu de temps de jeu à des jeunes prometteurs. D'ailleurs, tu parlais Nico disait que Paris aurait besoin d'un défenseur central. J'ai oublié aussi le cas de Diallo, qui était venu en même que Leonardo a fait venir. Donc, je pense que lui aussi, ça a été peut-être un peu compliqué. Et il y a aussi peut-être pourquoi pas lancer El Shaddai Bitulahu. Ça peut être pas mal aussi de commencer à le mettre. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Yacine, de ce jeune qui va avoir qu'à 16 ans, hein, qui va aller sur ses 17 ans. Très, très prometteur. Ouais, le problème, c'est que moi, je pense que tout le monde le sait ici, moi, je pense qu'il faut jouer, en fait, à cet âge-là. Et le problème, c'est combien de matchs tu vas jouer. Tu vois, Nico disait, moi, qu'un défenseur central, et c'est vrai. Après, il a encore 16 ans, lui, hein. Il n'a pas 18 ans, donc il a encore 16 ans. Tu peux le faire grandir un peu, peut-être le prêter la saison d'après, je sais pas. Mais en fait, le problème, t'as raison. Le problème, c'est qu'il est déjà surclassé depuis 2 ans. C'est vrai. Donc, en fait, lui, quand il joue en U19, ça fait déjà 1 an et demi qu'il joue en U19. Ah ouais. Et il est plus jeune, donc c'est bien. Sauf que déjà, il est plus costaud. Mais en plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est entraîné avec les pros toute l'année. Tu vas le remettre en U19 l'année prochaine. Il progressera pas. Il sera tellement au-dessus qu'il va s'ennuyer, en fait. À part les matchs de Youth League qui ressemblent un peu à quelque chose parce que tu joues les gros clubs. En dehors de ça, tu fais rien. Et là, il faut jouer maintenant. C'est comme Warren Zaïre-Emery, super joueur et tout. Très bon milieu de terrain. Voilà. Le problème, c'est que là, il va avoir 16 ans. Il est surclassé, il est déjà au-dessus des autres. Qu'est-ce que tu fais avec eux? Est-ce que tu l'intègres au groupe maintenant? Est-ce que tu le prêtes tout de suite? Enfin, tu vois.
Donc on revient à cette politique et encore une fois, oui, comme tu l'as dit, il y a la place à faire. Il y a la place à faire, mais il y a 35 joueurs sous contrat, à qui il reste des années de contrat. L'idéal serait quoi, Yacine? C'est quoi? C'est 22 joueurs, 23 joueurs l'idéal? Pour moi, c'est entre 20 et 23 et 4 jeunes. Et 4 jeunes. Ça fait 27, mais en intégrant tes 4 jeunes. Voilà. En gros, tu vas avoir dans cette liste-là, donc puisque en Ligue des Champions, c'est 25, bah, tu vas avoir 2 jeunes qui vont pas être dans la liste Ligue des Champions, mais qui en plus, je rappelle, peuvent être dans la liste B. Je rappelle que la liste B, c'est la liste secours avec les jeunes formés au club de moins de 21 ans. Enfin bref, voilà. Donc ils seront de toute façon sur la liste Ligue des Champions. Donc c'est le groupe idéal. Tu as tes 3 gardiens, tu as ton groupe. C'est pour ça que je redis encore une fois, pour moi, la base de tout ce travail-là, évidemment qu'il y a les transferts, parce qu'il faut dégraisser, c'est clair, mais c'est d'établir un vrai bilan. Tu as besoin de combien de joueurs à quel poste? Charnière centrale, tu as besoin en gros de 3 minimum, 4 si tu peux. Les latéraux, tu as besoin de 4 latéraux, 2 de chaque côté. Au milieu, si tu joues à 2 ou à 3, il te faut 4, 5 milieux. 5, moi, je dis l'idéal, c'est 5-6 milieux avec un jeune et peut-être 2 si tu as une certitude sur le deuxième jeune. Tu vois? Voilà. Tu as 3 attaquants. Je rappelle que Sarabia, pour l'instant, revient. Hein. Ah, on a oublié, oui. Ah, j'ai une info sur Sarabia. Je veux la dire maintenant, parce que tu as bien fait de me le dire, parce que je parlais avec un agent espagnol ce week-end, qui me disait qu'en fait, Sarabia va bien revenir au Paris Saint-Germain cet été. Simplement, il n'est pas convaincu, lui, sur le temps de jeu qu'il va avoir. Donc, il va y avoir des discussions, et comme il fait une très bonne saison au Sporting, il aura forcément des propositions. Donc, lui, l'histoire Sarabia est simple. Il revient au PSG, il y aura discussion, il prend la température. Par contre, s'il y a des offres, notamment en Liga, où il est sûr d'être titulaire indiscutable, parce qu'il faut quand même rappeler, même si sa place n'est pas en danger en équipe d'Espagne, il y a la Coupe du Monde en novembre avec l'Espagne, il veut quand même la faire, et il n'a pas envie de se retrouver dans une saison la saison d'après, à faire 15 matchs, alors qu'il vient d'en faire 35 avec le Sporting ou 40, je sais plus combien. Donc voilà, sur Sarabia, lui, il est prêt à revenir, mais il faut quand même qu'il ait quelques garanties. Donc oui, c'est vrai que là-dessus. Voilà, et puis si on prend Dembélé, effectivement, ça lui fera aussi. Ça va être difficile. C'est clair. Donc voilà, après, c'est avoir tes 3-4 attaquants de très haut niveau. Et comme vous l'avez dit, Kalimundo, Simons qui peut dépanner, peut-être un jeune là qui est dans le groupe et qui a un potentiel. Voilà, et leur donner du temps de jeu à eux. Pour moi, l'idéal du groupe, c'est ça. Voilà. Mais je rappelle aussi, quand même un peu à la décharge du PSG, que si on en arrivait à un moment donné à avoir autant de milieux de terrain, bah, c'est parce qu'on avait des joueurs qui tenaient pas la saison. Et donc à chaque fois tu te disais ouais mais si lui se blesse il nous faut un autre milieu de terrain, et si lui se blesse il nous faut un autre milieu de terrain, et l'autre Herrera il a pas joué la première saison, donc tu t'es retrouvé avec 8 milieux de terrain parce qu'en fait tu as fait que les accumuler à cause de leurs blessures. Ah ouais, c'est vrai. Et puis d'ailleurs quand Leonardo fait venir Danilo Pereira, dont je rappelle quand Théo Henrique a grandement participé à la venue de Danilo Pereira alors qu'il n'était plus directeur sportif, à cette époque-là, Tourelle lui voulait un défenseur central. Il y a aussi la mauvaise entente entre les différents directeurs sportifs et les coachs, et donc tu accumules des joueurs. Tourelle voulait Gay, Antero voulait Paredes, on s'est retrouvé avec les deux à une année d'intervalle, et ces 2 joueurs finalement qui ne se sont pratiquement jamais imposés. Voilà, il y a un moment Paredes a peut-être pu s'imposer un peu, et puis après ça a été Gay, mais finalement les deux n'ont pas forcément apporté un plus pendant 2 ans Paris Saint-Germain, voire 3 avec Paredes. Le mot de la fin, je te le donne, Nico, parce que comme on t'a eu par intermittence. Est-ce que tu es optimiste quand même pour l'avenir? Est-ce que tu sens que les choses vont dans le bon sens avec toutes les annonces qui ont l'air d'arriver, Nico? Écoute, c'est un peu trop tôt pour dire ça, mais. La dernière fois qu'on a été optimiste, on s'est fait. Ouais. L'été dernier, on était optimiste. C'était Pochettino, je crois. Non, c'était l'arrivée de Pochettino. Ah ouais, Pochettino aussi. Hein. Pochettino, on a expliqué que c'était un coach qui allait les faire travailler physiquement. Résultat, record de distance le plus minable d'Europe depuis 2 ans. Bravo les gars. On a dit que Pochettino, il allait leur inculquer l'esprit de la victoire, de la gagne. Résultat, on a paumé tous les trophées. Il faudrait qu'Yacine fasse disparaître l'épreuve. Hein. Efface cette vidéo. Ce podcast-là, il faut le supprimer, je confirme. Donc non, ça va dans le bon sens, en tout cas dans la volonté, dans les paroles. Maintenant, ça ira dans le bon sens si les actes suivent, voilà, tout simplement. Mais tu vois, on parlait, par exemple, Yacine parlait des
Pour lui, idéalement, il faut 22-23 joueurs. Déjà, tu as 10 gardiens. Donc, déjà, si tu veux, nous, on a les 23 joueurs, on va les avoir en gardien, nous, si tu veux, presque. Donc, après, Nico, tu n'étais pas là quand je l'ai rappelé, mais il y a quand même des bonnes nouvelles. Bon, je mets le Canavas à part. Areola, normalement, il devrait rester à West Ham. Boulka reste à Nice. Là, je crois qu'ils ont levé l'option. Voilà, je pense que et Rico, il va falloir lui trouver une porte de sortie. Voilà. Normalement, c'est Donnarumma qui devrait rester. Et puis Navas, je m'en fais pas pour lui. Je pense qu'il trouvera un club, un très grand club, sans problème. Sans problème. Non, mais ça. En tout cas, encore une fois, il y a l'impression que il y a quand même une prise de conscience. Alors, c'est peut-être pas les bonnes raisons qui ont fait que ça a évolué, parce qu'on a l'impression que c'est vraiment Mbappé qui a mis un gros coup de pression là-dessus. Mais écoute, quelle que soit la raison, on s'en fout aujourd'hui. On va juste se concentrer sur les conséquences de tout ça. Visiblement, il y a une prise de conscience, il y a une envie de répondre à d'autres attentes. Maintenant, voilà, je te dis, moi, ni optimiste ni pessimiste, j'attends juste de voir que les actes. À l'anglaise, wait and see. À la normand, si on peut dire, mais plutôt l'anglais, ça fait un peu plus classe. J'ai rien contre les Normands, je m'excuse à l'avance. Non, pas de problème. Bah, écoute, je crois que c'est sur cette bonne parole qu'on va vous quitter. Je rappelle que demain, on fera une deuxième vidéo avec nos camarades Vincent Chaudel de l'Observatoire du Sport Business et Jean-Baptiste Guégan. On va parler un peu, cette fois-ci, plus côté politique, géopolitique et économique. Là, on a vraiment fait le tour sur le sportif. Et évidemment, les podcasts continuent durant l'été. Comme l'année dernière, on va évidemment vous accompagner lors de ce mercato. Vous saurez tout. On vous lâche pas. Merci beaucoup, Nico. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Désolé pour les disparitions, mais il y en a qui bossent le dimanche. Bah oui. C'est pour ça qu'on te pardonne, Nico. On ne t'en veut pas. C'est déjà sympa d'être là avec nous. Et puis, merci à Yacine Amnet qui est toujours là, fidèle au poste, Yacine. D'ailleurs, il fait très, très chaud. Donc, on va aller boire un petit verre d'eau. Moi, j'ai très chaud. Ouais. Et puis, je vous donne rendez-vous. Ouais. Ah non, juste une petite pensée solidaire à Yacine, parce que là, il a plus de petits fours jusqu'au mois d'août. Donc, Yacine, sois fort, hein. Allez, sa dernière au partir. Ouais, mais il a dû partir avec une petite réserve dans le sac, je pense. Même pas, il n'y avait plus rien. Est-ce qu'ils ont mis les petites pâtisseries à la mi-temps ou pas? Franchement, hier, c'était horrible, il n'y avait rien. Non, mais c'est Mbappé qui a tout bouffé. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de sous maintenant. L'année prochaine, chez Mbappé. L'année prochaine, il n'y a plus de buffet, il n'y a plus rien. Fini. Il y a les fontaines d'eau et c'est tout. Avec des chips. Ah si, il y avait le petit thermos de café, je crois, et de thé dans mes souvenirs. Hein, c'est ça. Ça, c'est gratuit, c'est à volonté. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné cet après-midi. Comme je dis, je vous donne rendez-vous demain pour une deuxième émission. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour débattre. Il y aura sans doute peut-être la première communication de Luis Campos, peut-être l'arrivée du coach. On commentera tout ça. Merci à tous. Merci pour votre fidélité et à bientôt. Ciao.